Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors aujourd'hui, c'est une grosse revue, une revue bestiale parce qu'on parle du Battletome des Beasts of Chaos. Alors pour ce faire aujourd'hui, j'ai une célébrité avec moi, The Gentleman 14, nul autre que Xavier Carpentier. Salut Xav, comment ça va? Salut Vincent, très content d'être là. Merci de l'invitation. Oui. Alors, avant de partir la revue, puis de partir avec une question, parce qu'il y a quelque chose que tu as dit avec lequel je suis vraiment pas d'accord, j'aimerais remercier Le Griffon, qui est notre boutique de jeux locale, qui commandite cette vidéo, qui nous a offert le Battletome gratuitement pour qu'on puisse le lire, l'analyser et vous le présenter. Alors, le lien pour Le Griffon sera dans la vidéo, la description de la vidéo. Et sur ce, ben, on commence. Xavier, tu n'as pas besoin d'introduction. Les gens te connaissent. Tu as ta chaîne du double tour. Tu es venu souvent sur la chaîne. Et dernièrement, tu as fait une revue des Beasts of Chaos et tu as Mhm, dit que ceux-ci sont les vrais enfants du chaos, alors que je joue Slave to Darkness, mené mhm, par Chaos, et que mhm. clairement, là, on parle des vrais enfants du chaos. Donc, j'aimerais juste que tu clarifies ça avant. Puis si la réponse ne me satisfait pas, je te flush de la rencontre. Non, non, mais là, Slave to Darkness, come on, là, Vincent Pierre, c'est des imposteurs qui sont arrivés après, là, je veux dire, les Beastmen, les hommes qui se sont transformés en bêtes par les énergies chaotiques. Y a-tu de quoi de plus rock and roll que ça, là? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ouais. Eux ne recherchent pas à devenir, à atteindre l'apothéose et devenir des princes démons, d'où le fait que je ne pense pas qu'ils sont les vrais enfants du chaos, mais je comprends ton Ils point. l'ont déjà atteint. Ils l'ont déjà atteint. C'est la vraie apothéose, c'est d'avoir deux cornes qui te poussent puis faire bé à longueur de journée. C'est juste que le monde ne savent pas ça encore. OK. Écoute, c'est pas la vidéo que j'avais, mais OK. C'est correct, Bon, c'est correct. alors, sur ça, on va pouvoir commencer la revue. Écoute, les Beasts of Chaos ont eu une histoire particulière. Ils étaient dans le fond du baril pendant longtemps. Il y a un tombe célestial qui est arrivé, qui les a propulsés en haut de la liste. C'est une armée incroyablement forte que tu as joué avec succès en compétition. Là, on a un nouveau Battle Tome qui renverse complètement le gameplay. Sans rentrer dans le détail, j'aimerais savoir ta première impression quand tu as lu le nouveau Battle Tome, c'était quoi? Mes listes ont pris 7 à 800 points chaque. Euh, Ça a été vraiment un ajustement de points assez intense. On sait que les points avaient descendu depuis des années, puis que ça avait été patché avec un White Dwarf, comme tu as dit. Mais là, clairement, on est allé faire une révision de War Scroll. On est une armée. Soudainement, je dirais qu'on est une armée quand même assez élite. On n'a plus nécessairement beaucoup de modèles sur la table. On n'a plus de summoning, comme on va voir tantôt. Et la mécanique du jeu, c'est rendu une armée où ce que j'ai l'impression que ça va être une armée qui va soit faire des 4-1, soit faire des 1-4. Dans le sens où ce que ça va vraiment être une armée de général. Est-ce que le succès de l'armée va venir vraiment de son général, de la manière qu'il va utiliser ses pièces, de la manière qu'il va bouger ses pièces sur le jeu, utiliser toutes les nouvelles tactiques. On a beaucoup de debuffs aussi, des malus qu'on peut affecter l'ennemi. Ça va être très, très, très important de savoir s'en servir. Donc, ce n'est plus nécessairement une armée d'attrition ou de vague après vague. On envoie du monde chargé faire du dégât. On a des War Scrolls qui font beaucoup de dégâts, mais il faut faire attention parce qu'on est beaucoup plus limité qu'avant sur justement ces threats-là. Je dirais qu'avant, puis sans rien enlever aux généraux qui ont eu du succès avec les Beasts of Chaos dans leur ancienne version, c'était assez no-brainer. Tu avais du run à la grandeur de la table, t'avançais, puis tu savais que tu allais avoir une deuxième ou une troisième vague avec ton summon. Donc, c'était dans ta gueule, je charge, je frappe. Ouais. Puis, si l'adversaire n'est pas capable de tanker, tu passais au travers. Là, d'après ce que tu disais justement dans ta revue que tu as fait sur ta propre chaîne, ça semble beaucoup plus tricky à jouer, beaucoup plus Mhm. de trucs à maîtriser. Donc, le général va faire une grosse différence. Absolument, absolument. Ça va faire du bien quand même d'amener moins de modèles. Et il y avait quand même, oui, c'était quand même simple d'exécution, mais il y avait tellement de règles à se rappeler. C'était quand même un livre de début de deuxième édition. Tu sais, on avait encore des rerolls dans ce livre-là. On avait des règles pourquoi ils nous donnent cette règle-là. Là? Tu sais, genre les Dragon Ogres, si j'en ai sur la table puis qu'on roule égal sur l'initiative, ben, toutes les Dragon Ogres peuvent se healer sur un 4+. Tu sais, c'est le genre de règle que tu me fais lire un paragraphe pour absolument rien au final. Là. Personne va s'en rappeler en tournoi. Puis C'est ça, il y avait beaucoup de choses à se rappeler, donc je suis Mhm. quand même content qu'on ait fait un ménage là-dedans aussi,
qu'on ait simplifié beaucoup de war scroll, beaucoup d'habilités, beaucoup d'habilités d'allégeance là, aussi à ce niveau-là, ça a fait du bien. Alors, ben, parlant d'habileté d'allégeance, de règles, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le Battle Tomb avec les traits de bataille. Bon, premièrement, on a les Great Phrases. Ça, c'est nos sous allégeances. On en parlera tout à l'heure. On a Beastard Ambush. Yes. Beastard Ambush, c'était la progression naturelle, selon moi, pour l'armée. C'était l'armée qui était supposée être l'armée qu'on fait des embûches, finalement, qu'on se met en Hmm. réserve, qu'on arrive d'un peu partout. Donc, on l'a amélioré. Avant, on pouvait seulement mettre des Brayherd en réserve. Ils devaient arriver à la fin du premier movement phase. Holy Within 6 du bord et à plus de 9 pouces des unités ennemies. Là, maintenant, on a 2 tours pour le faire. Ça peut être toutes les unités Beasts of Chaos. C'est complètement en dedans de 9 pouces, ce qui est quand même pas rien. Mhm. Ce qui est quand même pas rien, mais c'est quand même tout le bord de la table. Et on a un +1 à la charge alors qu'on set ces units-là sur la table de la réserve. Et sachant que certains Wascrolls ont encore accès à un autre +1 sur la charge, on peut se ramasser facilement avec des unités qui sont sur un set relançable, un peu comme le Lord Imperator fait pour les Stormcast, ce qui est très bon. Donc, avoir un set, puis possibilité de payer un common point pour rerouler. On a même une manière d'avoir plus gros que ça aussi avec un certain common trade qu'on va voir tantôt. Mais soudainement, toute l'armée peut être en réserve. C'est même écrit dans le Designer's Note. Littéralement, vous pouvez ne rien avoir sur la table. Et c'est quand même super intéressant pour ça. Il y a des bons combos à faire avec ça. Ouais, puis tu l'as mentionné, hein, ça fait une grosse différence. Passer de 9 à 8 pouces de charge quand tu relances, statistiquement, ça augmente énormément tes chances. Mhm. Pour l'adversaire, ça va être compliqué parce qu'il faut vraiment bien se déployer parce que dès que tu vas laisser une ouverture, les Beasts of Chaos vont être capables de rentrer, aller charger l'unité qu'ils veulent charger. C'est intéressant, puis c'est une des rares armées qui peut mettre toute son armée en réserve, alors que souvent, c'est une unité sur deux que tu vas pouvoir mettre. Il Mhm. y a des restrictions. Là, ici, pas de restrictions. Solide. Et on a une règle qui vient compléter la règle de The Ambush, c'est Master of the Wilderness. Oui, ben, tout simplement, même si votre général est en réserve, vous allez avoir un common point quand même, comme s'il était sur la table. C'est juste je dirais, un quality of life improvement, là, dans le sens où pourquoi je mettrais mon général en réserve si je vais perdre une des meilleures choses qu'il me donne, c'est-à-dire un point de commandement. Donc, on y a pensé, on est venu mettre cette règle-là, c'est très bien comme ça aussi. Honnêtement, j'ai de la misère à voir des listes qui vont vouloir tout mettre en réserve. Mhm. Parce qu'avec le nouveau GHB, on voit quand même clairement que les objectifs ont tendance à plus aller vers le centre. Donc, ça nous prend quand même du stock qui vont aller prendre les objectifs au milieu. Mais on peut vraiment en mettre beaucoup en réserve, protéger nos pièces vraiment clés, ce qui est très, très, très intéressant pour l'armée soudainement, là, surtout contre des listes de shooting, par exemple, ou d'Alpha Strike quelconque. On pourrait tout simplement dire, ben parfait, je laisse mes 3 paquets d'Ungar sur la table. Si tu veux les Alpha Strike avec les Iron Jaws, ben, amuse-toi, mais mes gros cogneurs s'en viennent, mes grosses pièces s'en viennent après. Après que l'adversaire se soit commis, là, toi, tu vas pouvoir amener. Puis avec des charges qui sont plus fiables à Mhm. 7 ou 8 pouces. Non, je pense que c'est un gameplay intéressant. Puis tu dis effectivement, il y a beaucoup de scénarios avec lesquels les objectifs se sont rapprochés du centre. Mhm. Mais pour les quelques-uns, les objectifs sont aux extrémités, sur les côtés. C'est super le fun. Tu peux apparaître direct sur les objectifs. Ça ouvre beaucoup d'options tactiques, mais ça vient confirmer déjà ce que tu disais. La qualité de général va être importante parce qu'il y a des parties qui vont se perdre ou se gagner sur le déploiement que tu vas faire. Absolument. On passe ensuite au Ritual of Rune, rituel de la ruine. Le rituel de la ruine. C'est quelque chose d'intéressant qu'ils ont rajouté parce qu'on n'a pas beaucoup On a déjà terminé avec les habiletés d'allégeance après ça. On n'est pas Night Hunt. On n'a pas le droit à une page complète de 12 habiletés. Euh, Mais les rituels sont quand même intéressants. Les rituels, ça se trouve être des actions héroïques finalement qu'on rajoute, qu'on peut faire en plus des actions héroïques normales. Et on en a vraiment des très intéressantes. Il faut que ce soit bon, un Beast of Chaos Hero. Et on a certains qui vont targeter les unités adverses. On en a d'autres que ça va plutôt être des buffs pour nous. On vient même rajouter que ces rituels-là peuvent être faits par un héros qui est en réserve. Et là, à ce moment-là, ils sont venus. C'est comme un peu la première fois qu'on voit ce genre de règles-là. Qu'est-ce qu'on fait? Une habilité qui est triggered par quelque chose qui est en réserve. Et bien là, soudainement, on va aller choisir un point n'importe où sur le bord de la table et ça compte comme étant le point où ce que le héros serait. Et on mesure à partir de là pour les habilités. Ce qui peut être très, très, très intéressant pour certaines de ces habilités-là.
On a la Warping Curse pour faire des 6 mortels à 12 pouces. On a le Blood Taunt qui se trouve à être le vieux spell du Bray Shaman, c'est-à-dire à 12 pouces, on choisit une unit ennemie et elle doit faire un move de 2d6 vers nos modèles les plus proches, finalement. Donc, c'est très pratique pour passer une unité du chemin, peut-être, ou rapprocher quelque chose qu'on voudrait justement charger, possiblement. On a Brand of the Wild Fury, donc celle-là, c'est pour donner un 6 plus ward à une unit, toujours utile. Et finalement, on a celle pour empêcher les Battle Shock tests. Donc, quatre habilités quand même assez différentes qui ont toutes leur utilité. Faut mentionner quand même que notre héros ou bien une unit à côté du héros vont se prendre des trois mortels qui ne peuvent pas être empêchés. Ou si le héros est en réserve, eh bien c'est le héros qui se prend ces mortels-là. Donc, on a un coût à ces habilités-là, mais elles sont quand même potentiellement très dangereuses. On passe ensuite aux traits de commandement et là, on les passera peut-être pas tous en réserve. Est-ce qu'il y en a parmi ceux-là qui ont vraiment attiré ton attention? Tu dis, hey, moi, comme général, ceux-là, il faut que je le joue ou au moins, il faut que je l'essaie. Personnellement, j'en ai trois. Il y en a un de plus qui pourrait être utilisé, mais je trouve qu'il est trop circonstanciel, là, le Skullfree Gorhorn pour donner une attaque de plus quand on est en dedans de 3 pouces d'une enemy unit. Il faut vraiment se positionner. Il faut que notre héros, notre général reste en vie aussi, puis on s'en va le mettre un peu en danger. Fait que un peu moins hostile. J'aime beaucoup Bestial Cunning, qui se trouve à être, une fois qu'on a mis nos choses en réserve, que le déploiement est terminé, on choisit une unit en réserve et cette unit peut arriver à 7 pouces d'une enemy unit n'importe où sur le battlefield. Et là, on se rappelle qu'on a quand même un +1 à la charge et qu'on a des Wascalls qui ont un autre +1 à la charge. Soudainement, ça peut être un 5 à la charge relançable. C'est pratiquement garanti là, de réussir une charge à ce niveau-là. Et c'est plus juste sur les tours de la table, c'est vraiment n'importe où. Donc, soudainement, il faut vraiment, vraiment, vraiment. C'est sûr que ça joue dans la tête de l'adversaire. Une grosse unit comme des Bulgars ou des Dragon Ogre qui sont en réserve, ils peuvent arriver n'importe où et qui vont. On considère qu'ils vont réussir leur charge. Faut se protéger de ça. C'est vraiment important. Les deux autres que j'aime beaucoup, il y a Twist Frey, Curse Beast. Donc, on ajoute le nombre du Battle Round actuel au Casting Rose. Donc, +1 au premier round, +2, +3. Tout simplement solide pour caster des spells, des endless spells, les endless spells qui sont très bons dans cette armée-là. Et nos spells aussi, d'ailleurs. C'est notre manière de rivaliser un peu avec les gros casters. C'est sûr qu'on n'a pas d'auto-unbind ou quoi que ce soit. Ça se peut qu'on se fasse faire un auto-unbind, mais c'est notre meilleure manière de passer des spells. Et finalement, celui qui, je pense, est le moins excitant, entre guillemets, mais qui se trouve être probablement le plus solide au final, Slake Free Reveler. Si le général est sur le battlefield, +3 de move à toutes les units Beasts of Chaos qui startent un move within 6 d'un terrain. Within 6, c'est pas Holy Within. Du terrain, à moins que vous jouiez vraiment du budget hammer chez vous, vous devriez en avoir sur la table. Donc, c'est très facile d'avoir +3 de move à toute votre armée. Si vous ne voulez pas justement commencer votre armée en réserve, ben, soudainement avoir 3 plus de move à grandeur, peut-être que ça va vous garantir certaines charges ou de vous rendre à des objectifs au début du match. Donc, je pense que c'est très solide celui-là aussi. Là. Écoute, en compétition, on en fait pas mal, toi puis moi, de la compétition, puis je pense pas qu'il y a de table où il y a des spots de plus que 12 pouces où tu peux tracer une ligne Non, c'est sans qu'il y ait ça. deux pièces de terrain. Fait que là, within 6 plus le soc, ça veut dire que à peu près n'importe où sur la table, tu vas avoir le +3 de Mhm. mouvement. Sur une table qui contient 7-8 objectifs, 7-8 pièces de terrain. C'est vraiment ça. Comme je dis, c'est peut-être le moins excitant parce que ben, OK, c'est +3 de mouvement. Le premier, Bestial Cunning, est vraiment intéressant aussi. 7 pouces, tu as mentionné la charge, puis tu as raison, ça raccourcit la charge, ça la garantit presque avec un 5 qu'on relance. Mhm. Mais plus que ça, c'est très, très difficile de deny, d'empêcher quelqu'un de se déployer lorsqu'il a juste besoin d'être à 7 pouces. 9 pouces, ben, ça veut dire qu'il faut qu'il soit à 18 pouces au moins entre deux unités, puis un peu plus pour pouvoir rentrer son soc. 7 pouces, ça raccourcit énormément l'espace. Fait que là, Ouais. il faut vraiment que ton castle soit très serré. Fait que j'aime ça aussi, mais comme tu dis, Stake Free est tellement bon, là. C'est le problème des common traits. Il y en a plusieurs qui sont bons, qui vont compétitionner entre eux. Si certains d'eux autres étaient juste des artefacts plus loin, ben, ça serait vraiment pas compliqué de choisir. Mais là, je pense qu'on a vraiment un choix et c'est selon ce que vous voulez que votre liste fasse.
pour vous. C'est sûr que je vais en tester plusieurs là-dedans et que je vais probablement être déchiré entre eux. Mais on a des bons choix. On a des bons comment traits. C'est encourageant. C'est plus fun que de tout simplement aller dire bon, ben, c'est Master of Magic pour cette armée-là aussi. Là, tu sais. Fait que, on a Ouais, du ouais, c'est choix ça. On l'a ici. tous joué ad nauseam, Master of Magic, parce qu'on a tous des Battletomes qui n'étaient pas encore à jour. Mais C'est ça. là, je pense que c'est les meilleures options que Master of Magic. Absolument. Absolument. On passe maintenant aux reliques. Dans le fond, c'est tes artefacts que tu vas avoir en Beast of Chaos. Lesquels sortent du lot? Mon préféré est le Slitherrack Helm, le premier artefact qu'on voit. Après que celui qui a l'artefact fait une charge, il choisit une unit à 1 pouce et sur un 2+, il leur donne Strike Mhm. Last, donc se battre à la fin de la combat phase. Euh, 2+, très solide, Strike Last, très très bon, surtout pour Beasts of Chaos, qu'on est une armée. Encore une fois, je dirais, on est des glass cannon, on fait mal, mais on meurt très, très facilement et on a encore moins de modèles sur la table, comme je disais tout à l'heure. Donc, on veut que toutes nos unités se battent l'une après l'autre sans qu'ils mangent de coups en retour. Et il y a un super de bon combo avec une unité, avec un leader qu'on va voir un peu plus tard quand je vais parler, que je pense qu'on va voir beaucoup sur les tables. Donc, personnellement, c'est probablement le premier item que je mets dans une liste en ce moment. Sinon, j'aime beaucoup la Brave Blast Trumpet. Dans une armée qui n'a plus de summoning, c'est notre seule façon d'avoir un summoning. 10 on guard, 10 guard ou 10 on guard raider par game. Ça ne semble pas beaucoup, mais on a 10 modèles de plus. Peut-être que ça va nous aider à garder un objectif en arrière de nous. Peut-être qu'il y a certaines listes qui vont en avoir besoin, qui sont peut-être un peu plus élites. Donc, c'est une façon d'aller chercher des points de plus. Donc, à part ça, c'est dur de justifier. On a la Axe of Morgur qui peut être intéressante si on veut un héros qui deny les Ward Rolls finalement là, pour aller vraiment tuer quelque chose qui a besoin de mourir. Mais nos héros sont pas les plus punchy non plus. C'est vraiment nos units qui font le gros dommage. Donc, c'est dur de justifier aussi quand on a les autres. Sinon, le bon vieux Arcantome c'est toujours la même question. Est-ce que je prendrais cet artefact-là au lieu du Arcantome? Je pense que le Slither Rackham, oui, clairement. La trompette, peut-être. Les autres, c'est un petit peu plus tough. Un petit peu plus tough. C'est un rack L, mais je sais pas, c'est peut-être mon impression parce que je me joue beaucoup contre Yann qui teste abondamment les Sylvanettes. Mais il me semble qu'on recommence à avoir beaucoup d'effets Strike Last, Strike First dans le jeu. Au moins, c'est réparti. Là. C'est pas comme à Ouais. une certaine époque où Slanesh avait toutes les bonus puis personne d'autre. Époque où tu m'avais démoli solidement avec du Slanesh. Ça avait même pas été drôle. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça va commencer à débalancer le jeu ou tu penses au contraire que c'est quand même sain pour le jeu jusqu'à maintenant? Non, parce que justement, je pense qu'ils ont compris que c'était une habileté très, très, très forte. Donc, ils en mettent pas partout. À part en Night Hunt, par contre, parce qu'eux peuvent tout avoir, là, donc chaque unit pourrait strike class quelque chose. Mais je pense que généralement, ils en ont mis moins. Ils en ont mis beaucoup aussi, on en voit aussi, c'est pas le cas ici, mais on en voit beaucoup maintenant. Strike last, mais il va se battre plus tard. Hmm. Tu sais, lui, le héros va se battre plus tard aussi, ou bien on en voit beaucoup, on se bat dans Hero Phase, mais plus tard, il va avoir Strike Ouais. last. Ils sont allés faire d'autres manières puis balancer ça un peu plus. Donc, on n'en a pas assez comme on en avait, je pense, avant. Puis le problème dans ce temps-là, dans le temps de Slanesh et tout ça, c'est qu'on n'avait pas de shooting, pratiquement pas de shooting de qualité. Donc, Slanesh était roi à cause de ça. Mais maintenant, on a des livres qui ont beaucoup plus d'output au shooting. Donc, juste avoir du strike class, ben, soudainement, ça se peut que ta liste s'écroule de toute façon. Fait que je pense que c'est un peu plus balancé à ce niveau-là de toute façon. Ouais, ouais, bon point. Shooting puis magie aussi. Là, il y a des unités, des armées qui sont hâte de déliter. J'ai affronté Skragroth pour ceux qui n'ont pas vu encore une review des Gloomspite Gits. Skragroth à 24 pouces, délite un petit héros à peu près de façon certaine. Ça fait très très mal. Vous allez avoir du fun si vous l'affrontez, je vous le garantis. Ensuite, on passe au spell lore. Quelques spells Hmm. intéressants dans la liste. Vraiment, on a vraiment un beau lore. Ça ici, c'est pour les Brayherd, donc généralement votre Bray Shaman ou Grashrak qui vont avoir accès à ça ici, ou si vous mettez un Arcantome sur un Beast Lord, par exemple. Beaucoup de spells intéressants. On a Vile Tide qui a eu un bon buff qui faisait déjà D3 mortel à tout ce qui était à 12 pouces. Je pense qu'on était en dedans de 6 pouces, c'était D6 mortel. Là, on n'a plus ça, sauf que
Là, maintenant, on choisit une unit à 12 pouces. Elle souffre des trous mortels et elle ne peut pas recevoir de commandes jusqu'à la fin de ce tour. Empêcher des commandes, c'est vraiment, vraiment un bon debuff là, qu'on a vu avec Zinj dernièrement ou d'autres, juste à penser au command trait de Norgul là, qui empêche les commandes à 7 pouces. C'est des habilités vraiment, vraiment très fortes, donc c'est un bon debuff. Vicious Stranglethorns pour empêcher sur une unit des piling moves. Très, très bon debuff ici. On le voit qu'on a beaucoup de debuffs dans, son armée, dans cette armée-là. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Un des meilleurs nouveaux spells, je dois dire, c'est probablement Tendrils of Atrophy. Donc, une unit à 12 pouces. On ajoute un au dommage infligé pour tout ce qui target cette unit-là. Donc, c'est notre manière de doubler généralement notre damage dans cette armée-là. C'est un spell super intéressant, super important aussi pour vraiment avoir le dégât qu'il nous faut. Se casse sur un 7, donc ça commence à être un peu plus dur à Mhm. faire, d'où l'attrait du command trade qu'on a vu tout à l'heure, le Twist Free. Si on veut vraiment se dire j'ai besoin de ce spell-là, ben, c'est une de nos seules manières d'avoir des bonus pour caster. Fait que c'est un pensez-y bien. On a quelques spells pour buffer nos unités aussi, comme les 6 exploses par exemple. On a un spell pour mettre sur un monstre ennemi, puis il compte seulement pour un pour contester les objectifs. Et il ne peut pas faire de Monstrous Rampage. Très situationnel comme debuff, on va se le dire. Là. Et on peut se donner plus une attaque à nos monstres, les melee weapons de nos monstres. Donc, nos meilleurs spells sont probablement nos spells qui debuffent là, ou qu'on target les ennemis units. Et généralement, ces spells-là sont sur un 12 pouces. 18 pour Vicious Stranglethorn. Donc, c'est pas facile ils sont pas faciles à caster et on a un petit range. Donc, c'est vraiment une armée où on va vouloir avancer nos magiciens, avancer nos casteurs pour qu'ils soient assez proches des ennemis et pour qu'ils puissent caster ces spells ô combien importants par la suite. Mais en même temps, ton armée, tu veux l'envoyer au corps à corps, donc tes magiciens vont suivre. J'allais dire en même temps, on va le voir un peu plus tard, mais la Hearthstone a changé de manière à ce qu'on n'a plus besoin de laisser un héros nécessairement à côté de la Hearthstone. Donc, soudainement, on n'a pas besoin de laisser un chaman là ou un Shagot ou whatever. On peut les avancer avec le reste de l'armée aussi. Fait que ça, c'est un petit bonus sur le side en même temps. Et on a un deuxième lore de magie pour les Thunderscored Wizards. Ouais. C'est vraiment triste, ce lore-là, parce qu'il est très, très, très bon. Il est très bon, Mhm. mais le Shagot, c'est. T'as vu mon vidéo, Vincent Pierre, Oh, tu oui. sais que mon cœur est brisé. Le Shagot qui a eu une augmentation en points intense. Et là, soudainement, ces spells-là sont locked derrière 275 points de Shagot. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, si je parle juste des spells, on a Hailstorm qui est probablement encore le meilleur spell ici, là, à 21 pouces. Half move, half run, half charge. C'est un excellent debuff, un des meilleurs debuffs qu'on peut faire à une enemy unit. Soudainement, on met ça sur un gros monstre, quelque chose, puis on vient d'empêcher tout mouvement de ça. On a des debuffs, encore une fois, c'est vraiment le mot des spells. Là. Fulgur's Blades qui enlève un aux attaques caractéristiques des melee weapons. Thunder Wave qui fait juste faire des trous mortels alentour du Shagot, c'est probablement très mauvais. Furious Gale, on enlève un aux attaques des missile weapons d'une enemy unit, probablement mauvais aussi. Raging Storm qui est quand même intéressant, qui est juste heal un wound à tout ce qui est Thunderscorn sur la table et fait une mortelle à toutes les enemy units sur la table. Euh, OK, c'est comme. Sure, c'est sur un casting de 8 par contre, fait que ça vous prend vraiment comme. Vous allez avoir investi là-dedans, là, un Shagot avec Twist Free probablement. Mais ça doit être quand même assez drôle. Faire une mortelle à tout le monde. Je pense à des genres de listes qui run genre 11 packs de Gutter Runners en Skaven. Puis ils ont genre 4 de Bravo ou 5 de Bravo. Soudainement, faire une mortelle à chacun, c'est payant. Contre des listes comme ça peut être très très drôle. Mais si vous affrontez 4 méga gargants, vous allez être vraiment triste d'avoir ce spell-là finalement. Ça va pas grand-chose. Oh, ouais, ça va être utile seulement contre certaines listes très niches. Je pensais moi aussi, là, mais je pense que j'ai 13 drops, donc 13 unités en Nighton. Ben, à un moment donné, sur une partie, ça s'accumule. Là. Si tu le passes juste 4 fois, on vient quand même de faire 52 mortels au total. C'est correct, c'est Ouais, légitime, là. c'est pas Mais c'est mauvais. ça, c'est vraiment pas contre toutes les listes. Là. Toutes les listes qui ont moins d'unités. Puis c'est comme c'est parsemé une ici, une ici, une Ouais. là. Fait... Bon, puis c'est sur un casting de 8.
C'est sûr que c'est vraiment le spell que vous investissez là-dedans et que vous jouez probablement que des Dragon Ogres dans votre liste aussi parce que vous voulez les healer en même temps. Mais sinon, si vous payez pour un Shagod, généralement, vous payez pour aller chercher Hellstorm, qui est vraiment un des meilleurs spells du livre. Ah ouais, avec une portée de 21 pouces en plus, donc tu vas chercher une unité qui est vraiment loin. Vraiment. Ouais. On passe maintenant aux sous-factions, dans le fond, aux Great Phrase. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui sortent du lot, soit parce qu'elles sont vraiment intéressantes à jouer, soit parce qu'elles sont vraiment fortes, puis tu penses qu'en compétitif, c'est la voie que les généraux vont prendre? J'en ai deux que je pense que ça va être les plus populaires. Sont toutes intéressantes à leur manière, mais en même temps, il y en a qui auraient pu faire de quoi différent. Je suis très vague dans ce que je dis là. On part quand même de loin, hein. Nos sous-factions étaient vraiment des vieilles sous-factions de V2 où ce qu'on avait un command trait, un artefact, une common ability, vraiment tout seté. Et en plus de ça, les sous-factions étaient très mauvaises en B-Circus. Ils nous donnaient pratiquement pas de bonus. Donc, des fois, on n'avait aucune raison de les jouer. Fait que là, j'étais quand même. C'est une des parties que j'étais le plus excité, surtout qu'on s'est fait rajouter une nouvelle sous-faction. On en a quatre maintenant. All Heard, selon moi, va être la plus populaire. À la fin de la Battle Shock Phase, on retourne D3 plus 3 à toutes les units de Gar, Ungar et Raiders sur la table. Je pense que ça va être très, très bon. Euh, c'est des units que vous voulez jouer de toute façon, qui ont d'excellents war scores, qui ne coûtent pas cher. Et si vous êtes capable de les garder en vie, ben, soudainement, ça vous fait vraiment beaucoup d'attrition et vous êtes capable. Pour justement une armée qui n'a plus de summoning, c'est ce que vous avez de meilleur comme pour garder vos units en vie. Fait que All Hurt, d'après moi, va être vraiment utilisé. Darkwalker, c'est probablement celle que je regarde et que je suis le plus perplexe. Là. À la fin de la movement phase, on peut téléporter une unité de Guard, On Guard Raider qui sont Holy Within 9 du Battlefield Edge. Puis ils vont retourner ailleurs, Holy Within 9 du Battlefield Edge. Mais je sais pas, je vois pas. Oui, ça peut être pratique, aller chercher, I guess, soudainement un objectif qui est laissé à découvert plus loin. Euh, mais j'ai l'impression qu'on a meilleures choses pour ça ailleurs là, dans le livre. Fait que, c'est probablement celle que j'aime le moins, Dark Walkers. Donc, si je poursuis, on a Gave Spawn qui a quand même pas mal changé. Ça dit juste qu'on peut avoir des Gibbering Congregations. Des Gibbering Congregations, c'est un paquet de trois Morgurite Chaos Spawn, qui est comme un nouveau Warskull de Chaos Spawn, qui sont des Chaos Spawn sur la sauce. Là. Finalement, ils sont comme vraiment meilleurs, plus stables, plus d'attaques, plus de dégâts. Et ça fait comme un peu vos battle lines. Là. On en parlera peut-être un peu plus tantôt, mais qu'on se rende au War Scroll. Mais c'est tout ce que ça fait. Ça nous débloque ça. Fait que, Games Workshop n'a pas vendu assez de Chaos Pound. Il reste plein de boîtes en réserve dans l'entrepôt, fait qu'il faut les faut sortir. croire. C'est un peu particulier, par exemple, qu'il y ait une sous-faction qui soit pour un modèle qui date vraiment, vraiment beaucoup. Là. C'est vieux, là. C'est quatrième, cinquième édition à peu près. Là. Ouais. Particulier, OK. Puis on arrive au Quake Free. Les Quake Free, qui est la nouvelle sous-faction, et qui est quand même l'une des plus excitantes, honnêtement. Les Cygars, les Gorgons deviennent Battle Line. Et là, vous me dites, mais Xavier, les Cygars et les Gorgons, c'est très mauvais. Eh bien, réjouissez-vous. Ça a changé. Ça a changé. Maintenant, la Cygar et la Gorgon, je dirais les deux sont quand même très, très, très jouables. La Cygar devient un Priest. Mhm. Et ça, je m'amusais à le dire souvent. Je ne savais même pas que c'est ce que je voulais le plus pour la Cygar, qu'elle soit un priest. Mais maintenant, je le sais que c'est ça que je voulais dans le fond. Là. Et ils connaissent une prière quand même super intéressante sur un 3 à 12 pouces. On choisit un objectif et tout le monde se mange des trois mortels et ils comptent pour la moitié lorsqu'ils comptaient cet objectif-là, ce qui est quand même une très, très, très bonne prière. Euh, c'est solide, honnêtement. C'est vraiment, Mhm. vraiment solide. C'est super intéressant. C'est un peu sorti de nulle part, mais j'aime ça. Puis on va le voir tantôt avec justement les Cygars qui ont beaucoup changé. Je pense qu'il y a du jeu Quake Free. Je pense qu'on va en voir, ne serait-ce que pour. On peut y aller all-in avec des Cygars ou des Gorgon en Battle Line, ou on peut juste prendre ça parce qu'on ne veut pas nécessairement les autres buffs, puis dire ben ma Cygar tout seul que j'ai pris, ben soudainement est un priest en plus. Je pense que ça peut faire la job aussi. Oui, ça ne te commet pas à une construction de liste particulière. Tu pourrais parce que le mot-clé pre, c'est quand même vraiment un bon mot-clé. Il donne accès à des hackers, notamment Bless, Mm. des prières qui sont le fun à avoir.
Écoute, c'est quand même intéressant. Puis oui, c'est sorti de nulle part, mais je tiens à dire, ce sont des enfants du chaos. Le débat est lancé à savoir si c'est les vrais enfants, les meilleurs enfants, les deuxièmes meilleurs enfants, peu Mais importe. ça reste des enfants. C'est des enfants du chaos. Ah. Fait que, tu sais, avoir un prêtre qui prie Mhm. les forces obscures, je trouve que c'est Ça tout a du à fait sens. dans le thème. Fait que, belle petite addition, un beau petit moment d'inspiration de la part des créateurs. Et tu l'as mentionné, j'allais en parler, mais au final, cette prière-là est très bonne. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est Curse. C'est Curse. Et là, vous avez Curse sur un monstre à 16 wounds, 5 plus save, mais quand même, c'est pas juste un petit priest à 5 wounds, peut-être. Vous avez un monstre qui s'avance, qui peut quand même faire du dégât et qui va être vraiment derrière vos lignes, prêt à faire Curse sur une enemy unit à 9 pouces. Et là, vous allez avoir beaucoup de dégâts parce que vous avez moyen d'avoir des unités avec beaucoup, beaucoup d'attaques. Donc, ça peut être très, très, très intéressant pour ça. Et ça nous amène à la section match play, section qui est super importante, surtout dans cette nouvelle saison-là où les grand strategies sont difficiles à faire, les battles tactiques aussi. Est-ce que les Beasts of Chaos ont été bien servis du côté des grand strategies et des battles tactiques? Honnêtement, oui. Oui, quand même, grandes stratégies sont faisables. On a Protect the Hearthstone qui était déjà là avec le White Dwarf qu'on s'était fait rajouter, qui est quand même solide, juste empêcher les units d'être à 9 pouces de la Hearthstone ou qu'elles ne soient pas détruites jusqu'à la fin de la bataille. Très faisable, d'autant plus que la Hearthstone, maintenant, elle n'a plus d'aura. On n'a plus besoin de la babysitter, comme je disais tantôt, donc on peut facilement la mettre dans un coin de la table et la protéger encore plus qu'est-ce qu'elle était contre certaines armées. Donc, ça peut être encore plus facile que ce qu'elle était. Sinon, on a d'autres choix intéressants là, qui peuvent être faits. Là. Avoir deux unités, deux objectifs contrôlés par des Brayherd Units à la fin, ça peut être quand même assez faisable. Euh, on est allé. La seule que je ne me vois pas jamais prendre, c'est vraiment Age of the Beast, là, avoir deux ou plus Cygor ou Gorgon qui ont pas pris plus que la moitié de leur wound. Ça devient des targets assez faciles pour n'importe quelle liste, surtout avec du shooting, là, juste enlever un certain nombre de wounds. Puis de toute façon, s'ils mettent un peu d'effort, ils vont être capables de les tuer de toute façon. Fait on en a des faisables. Je pense que Protect the Hearthstone reste la plus solide en général. Mais je dirais que aussi, on va probablement avoir beaucoup de Take What's Theirs, là, avoir plus de units dans le territoire ennemi que lui en a. Juste par le fait qu'on ait des units qui peuvent arriver sur le board edge de n'importe quel côté. Fait que soudainement, ils peuvent se ramasser dans son territoire assez facilement. Là. Fait que d'après moi, c'est celle qu'on va voir le plus. Probablement, effectivement. On n'a pas de grande stratégie aussi ici au niveau de celle de Tinch où ben, tu roules tes dés au début puis tu as gagné, tu sais que tu fais tes 3 points. Je trouve que Protect the Earthstone, c'est une belle grande stratégie. Là. C'est comme c'est faisable, très faisable, mais en même temps, il faut que tu penses ton gameplay en fonction de l'affaire. Mhm. Ensuite, on a des battles tactiques. Est-ce qu'on en a des bonnes? Parce que présentement, pour le vrai, dans la saison, ça peut être difficile pour certaines armées de faire 5 battles tactiques dans une partie. Oui. Euh, Honnêtement, oui. On en a vraiment des faisables. Je pense que les Beasts vont avoir quelques tactiques qu'ils vont pouvoir venir chercher ici dans leur livre. In the Shadow of the Hearthstone, tout simplement, s'il y a une unité qui s'approche de votre Hearthstone à 12 pouces, ben, si vous la tuez après, c'est réglé. Donc, une autre manière d'en avoir une facile pour tuer quelque chose. J'aime beaucoup aussi, c'était laquelle dans Trample to Mulch. Réussir cette bataille tactique, c'est une enemy unit est détruite par ce tour-ci avec des Mortal Wounds dans votre charge phase. Ça semble très situationnel, mais on a des unités comme les Bulgars qui vont faire, ils peuvent faire de 6 à 9 mortels juste dans la charge. Donc, si vous savez que vous allez charger un petit héros, par exemple, ou une unit qui ne reste plus beaucoup de modèles, ça peut être très, très, très faisable aussi. Deux unités Beast of Chaos en cover, Holy Outside your territoire, ben, c'est une bataille tactique qui peut être faite tour 1 sur certaines tables. Dès que vous voyez un peu le setup de la table avec justement avec les terrains, ça peut être assez facile à réussir là, juste avec une embuscade, mettre des units là. Reduce to Savagery, ça m'a pris plusieurs fois à la relire. Là. Je pense que c'est dans mon chat qu'on me l'a mentionné. Ça dit choisir une enemy unit et on l'a choisi comme étant la target d'une heroic action. Et si elle est détruite durant ce tour-là, on a réussi. Moi, je pensais qu'au début, il fallait qu'on la détruise avec un rituel, donc en faisant le destin mortel. Mais là, c'est juste qu'on fasse un rituel dessus et plus tard, qu'elle soit détruite durant le tour. Fait que soudainement, ça nous ouvre beaucoup de portes. On peut aussi la faire move 2d6 vers nous pour s'assurer une grosse charge. C'est quand même assez faisable aussi à ce niveau-là.
Puis Rampaging Beastherd, prendre un objectif qui était contesté par l'ennemi, puis avoir une unit qui a 10 modèles ou plus dessus. Ça peut être très faisable aussi dans certaines circonstances. Honnêtement, beaucoup de Ah, une choix. belle table. Oui, beaucoup de choix pour l'armée. Très faisable. Ça va aider, je pense, à compléter les battles tactiques. Je pense qu'ils vont vraiment être capables de faire des battles tactiques autant au début qu'à la fin. On vient compléter ça avec celle du livre. On a quand même accès à des champions. L'armée a accès à des champions, donc sont capables aussi là, de compléter certaines à ce niveau-là. Fait que je pense pas que ça soit trop problématique pour Beast of Chaos à ce niveau-là. Non, non, je vois assez facilement là, 5 battles tactiques. C'est à moins que ton armée ait été complètement détruite. Là, je vois facilement 5 battles tactiques en combinant celle-ci et celle du manuel Mhm. général. Mhm. Les Beasts of Chaos sont bien servis. Alors, ben, on commence maintenant avec les War Scrolls. On rentre dans la portion intéressante et assez différente du livre. Certains ont changé quand même de façon significative Oui, et les coûts ont monté, comme tu l'as dit. Alors, on vraiment. commence avec le Beastlord. Beast Lord, honnêtement, je trouve tough à le justifier. Puis j'ai les points à côté de moi ici, 145 points pour le Beast Lord. On l'avait vu un peu en preview par Warhammer Community. On a une habilité que si lui est en dedans de 3 pouces, va ajouter plus un to hit, plus un to wound au Beast of Chaos Units Holy Within 12. Et lui peut se battre en même temps, tu sais, dans le fond, Pauline et une autre unit là, qui vont se battre dans l'ordre de votre choix avec lui. C'est un très bon détenteur du command trade que je parlais tantôt. Le plus un attaque si vous êtes en dedans de 3 pouces. Donc, soudainement, ce Beast-là pourrait donner plus une attaque à votre unit et plus un to hit, plus un to wound. Et il faut se rappeler qu'il le donne à toutes les units Holy Within 12. Fait que si vous avez des units, si vous n'avez pas 30 Bestigars ou 30 Guards, ça peut être quand même faisable d'avoir 2 units. Par contre, comme je disais tantôt, pour qu'il fonctionne, il faut que ce général-là soit vraiment dans la mêlée, en dedans de 3 pouces. Et ça reste quand même un modèle à 6 wounds avec un 4 plus save, aucun ward. Pour 145 points, c'est mettre beaucoup d'œufs dans le même panier, je trouve. Donc, fait un peu plus de dégâts qu'avant, mais à part ça, je pense pas malheureusement qu'on le voit beaucoup, là. Le nouveau modèle est très cool, par contre. Ça, je dois dire, j'aime beaucoup le nouveau modèle. Regardez l'esthétique des Beasts of Chaos, mais clairement, on voit que c'est un nouveau sculpt. On passe ensuite à un héros qu'on a beaucoup vu sur les tables, le Great British Shaman. On va beaucoup le voir encore et on ne va pas beaucoup le voir encore puisqu'il va être en réserve. Attention. Bray Shaman qui ont descendu de 5 points pour une raison quelconque. By the way, c'est vraiment bizarre que dans la dernière update, ils ont comme enlevé pratiquement tous les 5 points, les différences de 5 points dans les units, puis que là, on a 2 livres qui viennent de sortir, puis on est de retour à des 95 et 65 points. Je sais pas, c'était juste c'est particulier. Le Bray Shaman à 95 points. Vous avez encore une fois un caster. Vous avez une nouvelle habilité qui fait qu'il ajoute 6 pouces au range de toutes les Heroic Actions, les rituels en fait qu'on a vu tout à l'heure. Donc, soudainement, il target quelque chose à 18 pouces pour faire des 6 mortels, target quelque chose à 18 pouces pour le faire move de 2d6 vers vous. Et rappelez-vous que s'il est en réserve, il peut le faire sur n'importe quel point alentour du Battlefield Edge. Et là, essayez de trouver un déploiement où ce que vous êtes capable de ne pas être à 18 pouces du edge, ou du moins mettre toute votre armée, c'est très, 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 très difficile. Donc, le Bray Shaman, je pense qu'il va être très, très, très utile. J'en ai 2 dans toutes mes listes jusqu'à maintenant, parfois 3. Pour 95 points, c'est un caster avec un très bon lore. Et il y a le spell d'Evolve qui a changé, qui est un bon spell maintenant aussi. Là, à 18 pouces, une enemy unit, on roule 3d6 contre la bravoure à chaque fois que la unit veut faire un normal move, un run, un retreat ou une charge. Et si on bat la bravoure, eh bien, c'est réduit de moitié. Des jets contre la bravoure, généralement, c'est pas très bon parce que généralement, c'est un jet de 2d6. Mais là, ici, 3d6, la moyenne, c'est 10,5. Donc, on peut battre pratiquement toutes les bravos qui existent là. Fait que très, très, très faisable à ce niveau-là. Encore une fois, un excellent debuff, là. On voit vraiment que c'est une armée de debuff, là. Je pense que ça fait partie intégrale de comment l'armée va jouer. On est fait de papier, donc on veut empêcher l'autre armée le plus possible de faire ce qu'elle veut faire et cogner où on veut cogner avec la nôtre. Fait que je pense que le Brishaman s'insère très, très bien là-dedans.
Petite question pour toi. Infuse with Bestial Vigor, ce qui permet d'ajouter 6 pouces au Heroic Action. Est-ce qu'il faut que le Great Bush Shaman soit sur le jeu pour que son habileté prenne effet? C'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que ça devrait fonctionner même qu'il est en réserve, mais là, effectivement, tu as peut-être raison, puis ça marche pas lorsqu'il est en dehors de la table. Ça serait à vérifier, en fait. Ça va probablement être Euh, faqué avec une question parce qu'on a le droit de faire des Heroic Action à partir du bord de la table, mais normalement, les habiletés sur les War Scrolls ne fonctionnent pas quand l'unité est en réserve. Fait que je- je pense que ça demande une petite clarification de la part ben des oui, joueurs. j'ai l'impression que c'est dans leur intention, mais comme tu le dis, effectivement, d'après moi, ça va avoir besoin d'une petite clarification à ce niveau-là, là, parce que c'est pas toujours clair, les règles qu'on nous sort, malheureusement. Ils se sont quand même améliorés, je pense qu'on peut leur donner ça, là. J'ai Mhm. l'impression qu'ils font un excellent travail par rapport à ce qu'on a déjà connu. Mhm. On passe ensuite au gore. Oui, les Gore, quand même super améliorés depuis leur dernière itération. Des Gore, soudainement, se retrouvent avec une habilité Gore Stampede. Donc, à la fin de la charge, si vous avez plus de modèles que la unit que vous avez chargée, eh bien, vous roulez un dé et sur un 3 vous donnez Strike Last. Donc, on a plusieurs façons de donner Strike Last dans l'armée. Comme je disais tantôt, c'est vraiment une des meilleures debuffs qu'on a pour protéger nos units. Donc, soudainement, on est incité à jouer un paquet de 20 ou un paquet de 30 gars parce qu'on veut avoir plus de modèles que l'unité ennemie et peuvent quand même faire du bon dégât. Deux attaques chaque, 4 plus, 3 plus. Ça vaut peut-être la peine qu'on parle tout de suite de la Hearthstone. Là, c'est pas très long, juste parce que ça remet un peu en perspective toutes les War Scrolls qu'on voit. Parce que la Hearthstone rajoute un Drend à Mhm. toutes nos unités à partir du deuxième round, ce qui a été changé. Et à partir du quatrième round, on est rendu à deux Drend partout de plus. Donc, vous allez voir, on a beaucoup de fois des units qui n'ont aucun rend ou très peu de rend, mais il faut garder en considération que dès le round 2, ben, c'est -1 qu'on voit ici. Là. Fait que c'est pas rien quand même. Là. Fait que les gares, quand même, avec les shields maintenant qui montent la save à 4 au lieu de 5 Avant, c'était juste un +1 de save. Maintenant, le mettre à 4 c'est encore meilleur puisqu'on peut les descendre à 3 pour 110 points pour 10 modèles, avec un strike class intégré, 4 save, font quand même du bon dégât. Rappelez-vous que si vous jouez All Herd, vous allez ramener des 3 plus 3 gares à chaque Battle Shock aussi. Ça peut être super intéressant. C'est une unit qui a un +1 au run, +1 au run, voyons, au run and charge, pardon. Les nouvelles bannières de ces units-là, ben, les rallies sont sur du 5 au lieu du 6. On n'a plus le très gros 4 rally qu'on avait eu avec le White Dwarf, ce qui est probablement une bonne chose. Mais un 5 rally quand même assez solide sur des unités qu'on veut justement garder en grand nombre. Très, très, très apprécié. Je vais tester cette semaine une unit de 30 gars, justement. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler, mais je pense que c'est un des plus beaux glow-up qu'on a eu. Là. C'est simple, efficace, mais ça fait la job que tu veux que ça fasse. Écoute, 30 gore, l'adversaire va avoir de la misère à les sortir. C'est 30 points de vie quand même sur du 5 ou du 4 dépendamment comment on les a équipés. Puis, il en ramène des 3 plus 3. Plus Ouais. après ça, tu rallies sur du 5 Mhm. C'est un peu tannant pour l'adversaire. Mhm. Vraiment. On passe ensuite au Bestigor. Les Bestigars qui font beaucoup jaser d'eux, là, sont montés à 2 wounds au lieu de un, mais ont monté considérablement en points, là, sont rendus à 220 points pour 10. Oui, c'est 20 wounds, mais ça a pris quand même beaucoup. C'est deux attaques chaque, 3 plus, 3 plus, -2 avec le Hearthstone, 1. On a une nouvelle habilité intéressante où ce que si les unit ennemies utilisent un All-Out Defense pour se donner +1 de save, eh bien, elle donne +1 attaque à notre unité. Donc, c'est quand même un choix que l'adversaire doit faire. Là. Et on a un -1 to wound contre notre unit si en fait la unit ennemie fait un Honey Shell, qui est pas tant bon, selon moi, comme habilité, en fait. Là, on paye pour cette habilité-là, je veux pas aussi. Là. Donc, oui, elle peut se prendre des Unleash Shell un peu mieux. Mais en même temps, il y a beaucoup d'units Unleash Shell qui font des mortels sur du 6 to 8. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent faire. Fait que c'est dommage qu'on ait cette habilité-là, je trouve, avec eux. Euh, je vais aller tester à un moment donné. J'ai 30 Bestigars, là, mais ça monte quand même à 660 points. C'est 60 wounds, je comprends. Ils ont le rally sur du 5 capable d'en ramener quand même beaucoup.
Mais je sais pas. Je sais pas à quel point ils vont être jouables pour l'instant. D'après moi, ils pourraient descendre un petit peu en termes de points. Ouais. Mais clairement, le problème n'est pas le wash roll, parce que c'est un bon wash roll. S'il baisse un peu, si on s'aperçoit qu'ils sont un peu chers, on baisse un peu les points, c'est très, très jouable, ce que je lis Oui. là. Oui. Puis l'adversaire, petite note comme ça, vite, vite, calcul mental, dans presque tous les cas, vous ne prendrez pas leur lot de defense contre ça parce que tu ne veux Non. pas donner une attaque additionnelle, tu augmentes de 50% leur létalité, alors que ton lot de defense ne te double pas ta tankiness. Là. Alors, tu es Vraiment. probablement le mieux de laisser C'est l'adversaire comme te c'est frapper. comme un pseudo-rend, un peu, là, Oui, c'est ça. quand l'autre, on est certain qu'il ne prendra pas à l'ordre de défense, c'est comme un pseudo-rend. Et je dois mentionner quand même qu'ils sont rendus avec un 2 pouces sur leur profil d'attaque, ce qui est vraiment, vraiment important, là, parce que sinon, ça ne fonctionnait pas du tout, du tout, du tout. Fait que là, au moins, on a ça. Et Hangar. grosse unité de hangar. Les hangars, wow. Gros changement pour les hangars. 80 points, notre battle line la plus cheap. Vraiment, vraiment intéressant, honnêtement. Pour 80 points, c'est 10 modèles. C'est rendu sur un 5 plus safe. Ça fait leur job rally sur du 5 plus. On se rappelle, on peut en ramener avec All Herd aussi. Et Fleet of Hoof, leur nouvelle habilité, ben, tout simplement, au lieu de vous battre dans la combat phase, elle peut faire un retreat à la place. Une très, très forte habilité. Si vous avez affronté des clan rats, par exemple, vous allez savoir ce que ça fait. Pour une unité à 80 points, très solide. C'est vraiment juste là pour être un screen ou pour être sur un objectif. Puis ça fait sa job très, 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 très bien. Très bien. Mais j'aime ces petits screens-là qu'on a, notamment Save to Darkness aussi, on en a. C'est des petits screens, mais avec une habileté qui leur donne une plus-value. Ouais. Ici, le Hunger, c'est tellement fatigant cette habileté-là parce que là, tu les charges, mais tu veux pas les frapper en premier parce que tu veux pas Mhm. perdre ton activation pour ça alors que tu as probablement Pour des les activations hangars. plus importantes ailleurs. Mais tu sais que si tu les frappes pas en premier, ils vont juste se pousser, ils vont garder le contrôle de l'objectif ou ils vont rester comme écran devant l'unité. C'est un casse-tête et ça rajoute une couche stratégique et tactique au jeu qui est le fun et pour le joueur qui les joue et pour le joueur qui les affronte. Toujours le fun d'avoir des décisions puis pas juste y aller, OK, ben, je frappe avec cette unité-là, je frappe avec celle-là. Là, c'est le fun, on est obligé de se questionner. Puis, en tout cas, j'aime vraiment cette petite habileté-là, même si c'est très, très difficile à affronter. Vraiment. Puis ça nous donne l'option aussi, quand on a un pack d'hangars, on peut les faire charger une unit et tout de suite après la combat phase, les faire retraiter, puis peut-être même passer à côté de la unit pour aller chercher peut-être un objectif qui est en arrière soudainement. Donc, vraiment, ça devient quand même quelque chose que l'adversaire doit réfléchir, comment il se positionne aussi là, par rapport à ça. Fait que Et tout 80 ça points pour maximum. 80 points. Et dans le Oh pire des oui. scénarios, ça meurt et tu fais comme, bah, c'est 80 points. C'est correct. Les Unguard Raiders. Les Hangar Raiders, on les a vus en preview dans Warhammer Community avec leur habilité Hidden Volley, qui fait qu'une fois par bataille, s'ils sont en réserve, ils peuvent choisir un point sur le Battlefield Edge et ils vont tirer une volée à partir de là jusqu'à la unité la plus proche. Et ils vont pouvoir encore shooter après ça une fois qu'ils sont rendus sur le board. Donc, wow, ils vont tirer 2 fois dans le même tour. Oui, mais c'est 2 attaques chaque à 4 plus 4 plus. Vous n'allez rien faire, là. J'ai vraiment de la misère à justifier cette unité-là. Ils ont perdu leur bonne habileté qui faisait qu'on les prenait avant, c'était le pre-game move de 6 pouces. C'était vraiment pour ça qu'on les voulait. Donc, je ne me vois pas utiliser des raiders. Leur shooting n'est pas assez d'impact. Puis les raiders sont à. J'ai leur point ici. Encore Raider 115. 115 pour une unité qui font peut-être un moon ou deux au shooting. Ouais, Euh, 20 attaques, tu divises par 2, tombe à 10, divises par 2, tombe à 5, divises par 2, t'es rendu à 2. ouais, Ouais. parce que Et rappelle-moi, la Hearthstone n'affecte pas mais, le rest pour les mêlée, melee. mêlée seulement, ben, il me semble que ça n'a pas changé, mais c'était comme ça avant. C'est seulement les melee weapons pour le plus un de Rennes. Ça m'étonnerait qu'il l'ait mis sur Si on l'avait mis sur le shooting, OK, peut-être, soudainement, je me dirais, OK, peut-être qu'on fait un peu plus de dégâts avec ça. Mais pour 115 points, c'est quand même 35 points de plus, puis ils vont probablement faire la même job que des Hungars font, tu sais, pour 80. Moins Euh, bien parce que les autres fuiront pas pendant le combat, puis ils vont juste mourir. exact. Fait que je me vois pas utiliser des Hunger Raiders, malheureusement. OK. On passe au chariot. Les chariots, pour 95 points, quand même intéressant, c'est des chariots qui peuvent bloquer une bonne partie du terrain. 10 pouces de move, 7 wounds sur un 4 plus save, peuvent faire du dégât correct.
Toutes les weapons, les melee weapons qu'on voit, ils les ont tous. Là, dans le fond, il n'y a pas de choix à faire. Là. Toutes les weapons qu'on voit, ils attaquent avec ça. Donc, dites-vous qu'il y a plus un de rem sur les profils que vous voyez là, généralement. Mais c'est surtout pour la charge. Ils font une charge d'Ogre, finalement. Là. Le Unmodified Charge Roll, c'est sur du 5. Chaque 5 font une mortelle. Mais si vous targetez quelque chose qui a une caractéristique de 1 ou de 2, c'est sur du 4. Fait qu'ils peuvent quand même faire plusieurs mortels sur la charge pour 95 points. Venir bloquer des trucs. Ça peut être des bons screens aussi à leur manière. Je les trouve intéressants. Pour 95 points, je n'ai pas de chariot personnellement, mais j'ai quasiment le goût de les essayer quand même. Là, voir ce que ça dit. Là. C'est pas cher payé là, pour avoir des units qui sont quand même assez rapides et qui font ce qu'ils ont à faire tout seuls. Là. Des fois, on a des units qu'on peut envoyer seuls et qui n'ont pas besoin d'être babysit par personne puis qui font leur job. Là. Fait que, quand même cool. Belle petite unité de chasse, hein, parce qu'un petit héros qui se fait charger par ça, il explose là, avec les mortels plus les attaques après. Ouais, ouais. On passe ensuite au Centigar. Santigare, le War Scroll est intéressant. Des habiletés pas pires. Plus un attaque aux melee weapons quand ils sont au within 9 d'un objectif que vous ne contrôlez pas. Donc, c'est le genre de unit que vous l'envoyez par en avant, justement, aller un peu ou arriver en embuscade. Aller dealer un peu avec les backside objectifs qu'il y a en arrière, tout ça. Ignore les premières 2 wounds ou mortal wounds dans la combat phase. OK. Ça reste comme 10 wounds sur un 4 plus save. Ça bouge vite. Mais c'est 170 points. C'est vraiment les points qui me font comme Ouais. reconsidérer la unit. C'est une unit qui fait un bon screen. Là. C'est sur des bases de cavalerie quand même. Là. Fait qu'on peut vraiment faire 5 modèles là, qui viennent vraiment screener une bonne partie de notre armée. Mais 170 points, c'est cher à payer pour un screen. J'ai l'impression qu'on paye pour comme. Ils font un peu de tout. Ils ne sont pas Mhm. les meilleurs nécessairement. Je sais qu'il y en a qui ont fait des maths puis que les Santigars peuvent quand même faire pas mal de dégâts avec les bons buffs, mais en même temps, je pense qu'on a des meilleurs units si on veut des units qui font du dégât pour ça. Je sais pas. S'ils descendaient peut-être d'une vingtaine de points, je les considérerais un peu plus là, pour leur rapidité, pour un hammer rapide. Là, mais Ouais, je vous dire, c'est le move de 14 pouces, moi, qui m'intéresse dans ouais, l'unité. ouais. Puis j'attire l'attention des gens sur le petit bravo raciste. Fait que même si c'est un screen, dès que t'en perds un, il faut que tu fasses un jet, puis tu peux perdre des modèles additionnels. Fait que c'est. Je sais pas. Je sais pas. On passe au Resorgore. Ouais, c'est un Razor Gore. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Personnellement, je l'aime pas beaucoup. En dedans de 3 pouces d'un hangar à la fin de votre charge phase. Et si vous avez fait une charge, ben, c'est double les attaques. Ben, c'est 8 attaques, 4 plus, 3 plus, moins un 2. Oui, ça peut faire un peu de dégâts, tu sais. Puis ça se heal de 1 s'il est en dedans de 6 pouces d'un enemy unit qui sont fait tuer des modèles, mais c'est juste 4 wounds sur un 5 plus save. Là. Ça meurt à rien. Puis des Razor Gore, ils sont à 65 points. C'est cher à payer pour 4 wounds. Mhm. Fait que, Puis non. Catwoman, vraiment laid, hein, on va se le dire. C'est pas le Oh, plus beau modèle de la gamme, ouais. là. Ouais, mon Dieu, s'il vous plaît, n'achetez pas des Razor Gore. Trouvez n'importe quel autre moyen si vous voulez en jouer. Mais non, je ne me vois pas jamais utiliser des Razor Gore. C'est le genre de Warsfield qui aurait pu comme légender, là, enlever ça. Ouais, ouais. Le modèle a fait son temps. On peut passer à d'autres choses. On a plein d'autres monstres tu sais, dans la faction. Tu sais. On aurait pu laisser faire. On passe d'ailleurs à un modèle qui, lui, est vraiment beau. Et là, rassure-moi, est-ce que c'est jouable? Puis est-ce que tu penses qu'il va y avoir un errata pour dire qu'on peut les jouer en Slanesh puis avoir enfin une unité qui fait de quoi en Slanesh? C'est jouable en Beast of Chaos, en tout cas. Colin, des Slangers, Games Workshop vont enfin me donner une raison d'en acheter. C'est le genre de modèle que je veux peindre depuis un bout, que les modèles sont tellement beaux. Je les ai adorés quand ils ont sorti, mais mon Dieu que les règles ont été atroces. C'est l'enfer. C'est l'enfer. En tout cas, je n'en reviens même pas sur ce War Scroll-là. Mais ce nouveau War Scroll-là, Colin, Oui, oui, oui. ouais, c'est cool, là. 4 attaques chaque, 4 plus 3 plus, moins un 2. On a une fois par game, ils peuvent se battre une deuxième fois avec un strike last, mais quand même se battre une deuxième fois. Euh, Elle peut faire un genre de move, des 6 pouces de move, s'il y a des wounds qui ont été allocated à la unit. Tu sais, elle a des choses vraiment intéressantes que d'autres units ne font pas. Euh, Malheureusement, je pense qu'on a des meilleurs hammers que cette unit-là dans l'armée quand même. Parce que c'est bon se battre 2 fois, mais
c'est un strike last, fait qu'il faut que tu prennes un retour à quelque part là-dedans, Hmm. puis il faut que tu aies unit. Tu sais, c'est quand même juste 3 wounds chaque sur un 5 plus save. Je ne sais pas si ça justifie le fait d'utiliser cette unit-là parce que ça se peut que tu en perdes 2 sur 3 avant qu'il puisse se rebattre une autre fois. J'ai pas mon dire que la meilleure défensive, c'est l'offensive. Fait que généralement, tu veux tuer ce que tu as tué en un round de combat. Tu veux pas avoir à frapper une deuxième fois et là, soudainement, devoir perdre des modèles. Fait que je pense qu'il y a des unités qui font mieux la job. Mais si seulement ça pouvait être joué en Slanesh, ça deviendrait une des meilleures units en Slanesh, clairement. On aurait une unité qui cogne quand même vraiment bien. Mais en même temps, ils sont meilleurs en Beast of Chaos parce que le raid additionnel fait une grosse Oui, différence, alors qu'à Slanesh, on n'a aucune synergie qui peut se comparer à ça. Mais je ça suis a quand content, là, au moins ça cogne là. On parle de 4 attaques chaque, 5 attaques pour le champion. C'est correct. Là, c'est légitime comme Washroad. C'est peut-être pas le meilleur Washroad, mais ça se défend. Puis les modèles sont tellement beaux. Fait que ouais, vraiment ça. alors j'espère un errata bientôt. Je vais finir par craquer. Là. Je vais aller m'acheter un paquet de 3 ou un paquet de 6 là, juste pour les avoir. Là. Ils sont trop cool. Ils sont trop cool. Je les jouerai à d'autres choses, c'est pas grave. On passe maintenant Oh. à des grosses bébites, au Doom Bull. Dumbo, puis les Bulgars qui viennent après, je pense, deux des meilleures units du livre. J'étais très Dragon Ogres dans les anciens Beast et je n'avais pas de Dumbo ou de Bulgars, mais là, je vais m'équiper parce que vraiment, là, ça va leur la peine. Je pense que Fred Prou, je le salue, il va être très content de celui qui jouait déjà beaucoup de Minotaur. Vraiment intéressant ce qu'on a eu ici. Le Dumbo, que je pense va être un must, au moins un, dans toutes les listes. Le Dumbo qui a eu un bon profil de dégâts maintenant, deux attaques 4+, 4+, on va dire RAM 1, 2 dégâts. Et la Axe, 3 attaques 3+, 3+, moins 2, 3. Alpha Charge, donc dès qu'il fait une charge sur un 2+, la unit prend des 3 mortels, toujours solide. Blood Greed, qui est la nouvelle règle de Mortal Wound pour le Dumbo et les Bulgars, vont avoir la même chose. Donc, un hit roll de 6 fait un nombre de Mortal Wound égal au damage characteristic, donc la règle un peu des Cruel Boys qu'ils ont sur leur weapon plein de venin. Donc, solide ici quand on a des profils à 2 damage ou 3 damage. Et une common ability pour le Dumbo, qui se veut être comme un mini Glotkin un peu. Donc, une commande qui fait qu'au début de la combat phase, n'importe quelle combat phase, cette unit-là issue la commande à une autre unit qui est Warheard en dedans de 12 pouces et à plus de 3 pouces de l'unit. Et à ce moment-là, elle peut essayer une charge. Donc, très intéressant parce que, comme j'ai mentionné, le Doom fait des mortels sur la charge, mais les Bulgars aussi vont en faire. Donc, soudainement, peut-être que vous pouvez canceller une unit ennemie qui allait frapper quelque chose, ben, peut-être que vous allez enlever des modèles. Mais la meilleure tech que j'aime sur le Doom Bull, c'est l'artefact que je parlais tout à l'heure, le Slither Rackhelm, qui fait qu'après une charge sur un 2+, on strike last la unit. Et là, soudainement, vous venez peut-être de le faire dans la combat phase ennemie sur Ah, son Grow Hammer qui venait de rentrer dans peut-être un autre de vos Grow Hammer. ouais, ouais. Et là, surprise, tu strike last et moi, je vais tout me battre avec ces units-là avant toi. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Comme tu vois, ça fait partie des petits tricks que ça va faire toute la différence, comment on utilise ça. Je joue ces temps-ci avec le Glotkin, qui est comme une habilité semblable, mais quand même assez différente là, à la fin de la movement phase. Et c'est fou à quel point on peut piéger des gens avec ça. On ne se rend pas compte à quel point on peut venir changer un peu le cours d'une game juste en faisant quelque chose dans le tour adverse. Au Ah niveau du oui, c'est incroyable l'impact stratégique que ça a. Ça joue dans la tête de l'adversaire. Ou l'adversaire, pire encore, l'oublie cette habileté-là, même si tu l'as bien rappelé au début de la partie, il Ouais. oublie, il charge, puis ah ben t'es à 12 pouces, je vais faire une charge, puis strike last, oh boy. Et c'est de voir la face de l'adversaire. Hein. Si on a un petit côté sadique, là, il y a un plaisir à voir la face de l'adversaire qui s'écroule, c'est Hmm. ah oui, t'as réussi ta charge à 10 pouces, t'es venu sur moi, le strike last. Fait que Hmm. finalement, tu sais, il vient de comprendre, il fait les maths, puis il dit, ah, mon unité est détruite avant d'avoir fait de quoi. Il y a quelque chose de beau là-dedans, il y a quelque chose de poétique. Vraiment, vraiment. Fait que j'ai très hâte d'essayer ça. J'ai très hâte d'essayer ça. Dumbo à 160 points, 8 wounds sur un 4+ save, fait du bon dégât quand même. Et s'il y a cet artefact-là, je pense que c'est le meilleur pour avoir cet artefact-là. Très intéressant. Et on passe à ses compagnons finalement d'armes, les Oui, Bulgars. les Bulgars ont la Warhead Charge. Donc, eux, par contre, c'est 2+.
souffre une mortelle, mais c'est pour chaque modèle dans ma unit. Et c'est pas Ah, nécessairement mes modèles qui sont en dedans d'un pouce de l'autre. C'est dès que ma unit est en dedans d'un pouce, tous mes modèles sont éligibles pour faire ouais, leur mortel. Fait que sur un paquet de 6 ou un paquet de 9, généralement, ça va être peut-être 5 ou 8 mortels d'un coup. c'est pas Euh, mal. Probablement plus que ça parce que la bannière maintenant nous fait reroller ce 2 plus-là. Fait que c'est garanti que vous allez faire beaucoup de mortels à la charge. Vous avez Bloodgrade pour faire des mortels aussi sur leur weapon, sur des trolls de 6. Et il y a moyen d'avoir beaucoup d'attaques. Si vous regardez le profil des Paired Cleaving Axe, donc avoir deux haches dans les mains, c'est 4 attaques chaque modèle. Et si vous avez des 6, c'est 2 mortels à chaque fois. Donc, ça peut faire très, très mal. Et de toute façon, même si l'attaque se continue, ben, vous avez du Ren 2 de dégâts. C'est une des units qui ont un plus 1 à la charge aussi, donc vous pouvez les amener à 7 pouces. Avoir une charge à 7 pouces ou avoir une charge à 5 pouces avec le Command Trade n'importe où sur la table. Un paquet de 6 Bulgor, si je me rappelle bien, en stats, ça fait quelque chose comme 11 wounds, point quelque chose sur un 2 plus save. Fait que, 2 plus 5. fait que généralement, ça devrait tuer ce que ça a à tuer. Euh, des bons candidats pour mettre dans le Galician Veteran bataillon pour être certain que tout le monde se batte. Et Ouais, ouais. vous avez un missile. Vous avez un missile à 195 points, donc 390 points pour un paquet de 6. Ils vont faire la job qu'ils ont à faire. Fait que, honnêtement, très cool là, d'avoir cette unit-là. Puis toutes les loadouts sont à peu près pareils, je vous dirais. Là. Même si on y va avec les Great Weapons, ou même si on y va avec le Shield pour leur donner un 4 plus save, ils vont à peu près faire le même nombre de dégâts parce que la plupart du dégât vient des mortels qu'ils vont faire de toute façon. Ouais. Et puis, je me permets un petit commentaire esthétique. Pour les avoir affrontés, je n'étais pas très fan des modèles. C'est des modèles qui datent un peu. Mais le Doom Ball avec les Bulgars, quand c'est bien peint, là, ça a un certain charme sur la table. Ça fait une armée qui est Mhm. imposante. Finalement, j'aime bien. On passe Fait maintenant à la Gorgon. la Gorgon, donc la première de nos deux gros monstres iconiques qui étaient très mauvais, qui ont des War Scrolls un peu plus intéressants maintenant, ont monté de 2 wounds. La Gorgon fait du dégât respectable, je dirais. C'est pas la plus grosse damage dealer à 240 points. C'est un monstre. Elle a sa propre Monstrous Rampage pour se donner plus un de rend et se healer en même temps de 3 wounds si elle a tué un modèle. Donc, on peut se ramasser facilement à 3 de rend, ce qui est quand même intéressant. Un meilleur profil dégressif aussi qui se fait ça. Mais on a une habileté intéressante avec Swallowhole. Donc, après son pile-in, elle peut targeter jusqu'à 3 modèles là, quand elle est au top de son profil et rouler. Puis si c'est plus grand que la wound caractéristique, ils sont slave, tout simplement. Puis on se heal du nombre de wounds, dans le fond du wound caractéristique qu'on a dessus. Fait que ça peut être super intéressant pour aller justement chercher des champions d'unité ou des bannières ou n'importe quoi. Ou juste de peut-être briser une cohérence aussi, ça peut être quand même, surtout si l'autre ennemi a déjà attaqué, a déjà fait son pile-in. Vraiment des choses intéressantes qui peuvent être faites avec ça. Quand même, c'est 7 attaques à Red -3, 3 de dommages. Tu le Ouais, sens passer quand même, là. ça peut faire mal. Un meilleur profil d'attaque aussi, rendu sur du 2 plus to wound. Le seul problème avec ces monstres-là, hein, c'est pas des leaders, c'est pas des héros. Fait que ça leur prend quelqu'un à côté qui leur donne un lot attaque. Parce qu'on est encore sur du 4 plus to hit. C'est vraiment ça qui fait mal. Mais si on peut les passer sur du 3 plus, ben déjà là, les mathématiques sont un peu plus de notre barre. Ouais, Euh, ouais. mais c'est ça, ça leur prend comme un peu un babysitter, si on veut. Là. Fait que peut-être un héros qui est en embuscade avec eux. Ou tout simplement, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un champion qui a le Tunnel Master, donc peut se téléporter une fois par game, pourrait peut-être aller exactement où ce qu'on le veut pour donner des commandes aux unités comme ça, comme une Gorgon. Donc, je vais la tester. Je vais la tester, la Gorgon, honnêtement. J'ai toujours été déçu par la Gorgon, un peu comme la Sagor, mais là, je vais la tester. Battle Line en Quake Free. S'il y en a qui veulent vivre le meme puis jouer 3-4 Gorgon, ça se fait. C'est pas de Battle Line, let's go. Alors, on passe ensuite. T'en as déjà parlé, la Cygor, qui est bonne cette fois-ci et on a envie de la jouer. Super, super comme tech piece, là, genre si vous voulez comme jouer une Cygor, c'est très faisable. Elle devient une priest en Quake Free, on a parlé tantôt. Soudainement, son shooting est réduit de 6 pouces de range, mais une attaque 3 plus, 2 plus, moins 2, 5 flat.
donc possibilité de faire peut-être un peu de damage sur un héros, par exemple, à ce niveau-là. Et un Euh, tir, on sait qu'on roule le un to wound à peu ouais, près 2 fois sur 3. Fait que ouais. ça. C'est ça qui est dommage, effectivement. C'est ce qui est dommage. Fait du dégât correct aussi en combat, là, cette attaque à 3+2+. Elle, étonnamment, elle a un 3+ to hit en combat, alors que la Gorgon a juste du 4+. OK. Euh, pour 2 dégâts chaque. Je pense que la meilleure habilité, bon, on a une habilité pour détruire des Endless Spells. C'est comme un peu un dispel, sauf que la Cygor va se healer du dispel roll qu'on a fait là, au final. Là. Fait que c'est une autre manière de la garder en vie, peut-être pour nous aider un peu plus à enlever ces endless spells-là qui courent un peu partout dans la méta actuellement. Mais je pense que sa meilleure habilité, c'est Soul Eater. Donc, elle a 2 Unbind, ce qui n'est pas mauvais. Mais en plus de ça, s'il y a un spell qui est casté en dedans de 30 pouces et qui n'est pas Unbound, après que les effets du spell soient résolus, le caster souffre une mortelle. Oh! Et ça, c'est à chaque spell. Donc, on met une Saga en dedans de 30 pouces de toute l'armée de Zinj, par exemple, mais chacun des casteurs vont se manger une mortelle à chaque fois qu'ils cassent leur spell. Teclis va se faire 4 mortelles d'un coup, tu sais, en faisant ses 4 spells. Ça peut être quand même assez tannant pour certaines armées de casteurs, là, honnêtement. Là. Pense à Euh, Nagash que tu joues, il fait tout ce que. ouais, Il se tue à moitié de ses points de vie juste avec des mortels. la Bon, Cygor il en ward la devient. moitié. Là. C'est ça, la Cygor devient l'ennemi public numéro 1 pour des Ouais. casting armies. Ouais. Mon seul, ma seule tristesse, c'est que ce soit any friendly model, donc ça se stack pas. Là. J'aurais bien voulu Ouais. jouer Là. 4 Cygor et faire fuck you à Zinj. Genre, tu vas te blow up tes sorciers en castant un spell. Ça aurait été incroyable, mais c'est correct. Je comprends, on peut pas aller là, je comprends ça. Parce que... Je pense que ça n'aurait pas été raisonnable. Mais honnêtement, j'ai une Cygor dans une liste. Ouais. Cool, cool. Puis si vous voulez encore plus qu'elle ait d'utilité, ben, vous voulez jouer en Quake Free, puis soudainement c'est un prix, ça vous offre beaucoup. J'aime beaucoup la Saga. De bonnes chances que je peins la mienne, ce que je n'ai jamais fait. Et ça nous amène maintenant à des modèles que tu as vraiment beaucoup joué, que tu as aimé, les Dragon Ogre ou Dragon Ogre Shagot, et tu as déjà dévoilé un peu le punch. Malheureusement, le Dragon Ogre Shagot, ouch, beaucoup trop coûteux pour ce qu'il fait. 275 points, c'est l'enfer, là. Mhm. C'est plus 120 de son dernier Warscroll. Puis même, il avait déjà monté un. Non, lui, il n'a pas monté, c'est Dragon Ball qui a monté. Peu importe, c'est très très cher pour un héros à 10 wounds sur un 4+ save. 10 wounds étant le pire nombre de wounds dans tout EOS parce qu'on n'a pas accès à Lookout Sir, c'est pas un champion, on n'a rien. Fait que c'est très cher à payer pour avoir accès, oui, à de très bons spells, ou probablement au meilleur spell du livre, mais Colin, il fait pas beaucoup de dégâts en combat. Euh, il y a un genre d'habilité pour l'empêcher. Tu sais, 4+, ignore les effets d'un endless spell ou d'un spell, ce qui est pas mauvais, mais on s'entend que c'est le shooting qui va le tuer de toute façon. Ce heal de 3 sur un 2+, et fait des 3 mortels, tout ce qui est en 3+ sur un 2+, à la fin de la combat phase, c'est pas mauvais. Son spell, ben, c'est juste pour faire c'est pour healer des Thunderscorn Unit. Donc, il peut se healer lui aussi. Ou des Dragon Ogres, mais 275, c'est trop. Là. C'est vraiment trop. Là. 10 wounds, là, ça va mourir facilement. Là. Fait que, c'est vraiment, vraiment triste. J'en ai 3. Les Shagot. Ouch. J'en Ouais, jouerai plus. c'est ça. Il y a des modèles comme ça qui se retrouvent sur les tablettes. Puis on se dit, bon, ben, prochain livre, dans 4 5 ans, peut-être on se revoit. Là. Après quelques heures, moi, je prédis qu'il va descendre en points Mm. à toutes les prochaines updates. Au moins 10 15 points à chaque fois, probablement. Fait que peut-être que d'ici trois demi-saisons, on pourra le jouer un peu plus. Oui, puis comme il a accès à un super bon spell qui cogne quand même un peu au corps à corps et tout, là, s'il baisse de quoi en point, on pourrait le voir sur les tablettes. Qu'est-ce qu'il y en a des Dragon Ogre? Est-ce que ça, on va continuer de les voir? Je pense que oui, je pense qu'ils sont encore très viables. On est vraiment venu faire un ménage au niveau de leur profil d'armes. Là. Maintenant, c'est juste un profil d'armes. Avant, on avait comme 3 choix différents. 5 attaques chaque, 3+, moins 2 techniquement 2. Quand même du bon dégât. On a les petites attaques de pattes aussi qui rajoutent un peu. On a la même règle, c'est-à-dire ils se heal de D3 sur un 2+, et font des 3 mortels à la fin de la combat phase sur un 2+. Finalement, c'est des meilleurs bites que les Ogres ont dans leur livre. Et Storm Rage, une habileté intéressante sur une charge.
les hit rolls de 6 wound automatiquement. Donc, un peu comme Nighthawk fait en tout temps. Euh, Ce qui n'est pas mauvais, seulement sur la charge, par contre. Ça reste 15 wounds sur un 4 plus save. C'est probablement une de nos units les plus tanky et qui punch aussi. Ce qui n'est pas mauvais à avoir. Le problème, en gros, c'est que pour les avoir Battle Line, ça prend un Dragon Ogre Shagot. Ça prend un Dragon Ogre Shagot général. Fait qu'encore une Ça prend fois, une grosse taxe. une grosse taxe. C'est pas pour dire qu'ils sont pas jouables, juste un paquet, des paquets tout seuls, là, qui sont pas nécessairement battle line. Euh, mais c'est sûr que le gros de leur pouvoir est dans le spell du Shagot et dans le spell qui pourrait peut-être aller chercher aussi, Raging Storm, qu'on parlait tantôt pour toutes les healer. C'est sûr qu'on va avoir l'impression qu'on manque certains buffs auxquels ils pourraient avoir accès. Euh, à 225 points pour 3, je les compare, c'est des bons hammers, mais je vais les comparer, c'est sûr, à des Bulgars à 195 pour 3. Ont un meilleur save, plus de wounds, mais au final, probablement que j'aime mieux tuer ce que je vais toucher que de juste comme être là puis grinder un peu. Fait que, sont jouables encore. On peut pas les spammer comme on pouvait les spammer avant. Euh, je vais les tester. Sont comme durs à qualifier. Pas vraiment out au complet, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma liste? Dur à dire. Comme tu dis, c'est parce que c'est une armée, t'aimes mieux tuer ce que tu vas toucher que de rester longtemps au corps à corps, considérant que tu vas pouvoir apparaître peut-être à 7 pouces de l'adversaire, avoir une charge à 6 pouces. Fait que tu veux apparaître, foncer, déliter l'unité que tu vas toucher. Tu veux pas rester en corps à corps nécessairement. Fait que l'autre option est peut-être meilleure. Euh, La grosse chose qui faisait qu'on les jouait beaucoup, c'était vraiment le rally sur du 4+, dont ils n'ont plus accès. Puis on s'entend que ça se renforce beaucoup moins bien que des Bogars parce que c'est des grosses bases, n'ont pas accès au bataillon des vétérans, donc ne peuvent pas nécessairement se battre sur 2 rangs. Il faut faire une genre de formation en fleurs un peu sketch. Euh, Fait qu'ils sont moins instinctifs aussi à jouer à ce niveau-là, là, en fait. on passe à des très, très, très vieux modèles. Les Chaos Warhound, ça existe encore. Oui, j'en ai 10 de ces modèles-là originaux. Pour 110 points, ont monté d'un wound, donc je pense qu'ils font une meilleure job de screen que les Centigrades qu'on voyait tantôt. Ont la bonne règle de charge que les Chaos Knights ont, c'est-à-dire un de vos 2D ça change en un 4 Mhm. automatiquement. Fait que, intéressamment, c'est une des meilleures units en embuscade, à faire une embuscade avec, mais on pas nécessairement le dégât qui va avec une unit que vous voulez faire une embuscade, là. 2 attaques chaque, 4 plus 3 plus, moins 1, 1. Euh, ils sont rapides, tu sais, ils ont 10 pouces de move, mais je sais pas. Je sais pas en même temps, peut-être que j'aimerais mieux avoir des hangars qui vont faire la job. Si je mets quelque chose en réserve pour charger, je veux quelque chose qui va puncher ce qu'ils vont charger. Euh, c'est drôle, eux autres aussi sont comme dans un rôle à moitié défini, que c'est une unité qui charge bien mais qui fait pas de dégâts. C'est une unité qui peut screener, un screen rapide mais qui coûte plus cher en points. Elle est dure à justifier celle-là aussi. Il va falloir vraiment que je la teste pour voir ce qu'ils peuvent faire, mais ça augure moins bien pour les Chaos Warhounds. T'en as déjà parlé un petit peu. Il y a deux versions des Chaos Pound. On prend la première version des Chaos Pound, c'est la classique, là, celle qu'on retrouve dans les Beasts of Chaos, mais c'est la même version dans les Slave to Darkness, si je ne me Oui. trompe pas. C'est-tu rendu 3D6 move aussi en Slaves Darkness? Ça, c'est ma grosse question. J'avais l'impression que le move avait été buffé Ah, au lieu de peut-être. 2D6, mais là, écoute, j'ai pas le livre Slaves Darkness avec moi. Je pourrais pas te dire. On a aussi rajouté une règle qui dit que la unit peut run and charge. Fait que sur Ça, c'est bien. 3D6 moves, ça peut être intéressant, mais ça reste un Chaos Pound, là. C'est pas là pour faire grand-chose nécessairement, là. Chaos Spawn, ils sont à. Ils ont-tu monté en point? Chaos Spawn. Beast of Chaos. Chaos Spawn. C'est à 65 points. OK. Mais je ne mettrai pas de Chaos Spawn dans ma liste nécessairement. C'est 2d6 Je vois pas attaques. l'intérêt, hein. Non. Non, je vois pas d'intérêt malheureusement. Avant, il fallait en avoir parce que nos héros pouvaient se transformer en Chaos Spawn. Mhm. Euh, mais là, pour l'instant, non. Ben, je pense qu'en Slave to Darkness, c'est un peu la même chose. Tu en joues parce qu'il y a certains spells ou habiletés qui t'obligent à en jouer, mais sinon.
On passe aux monstres, ces divers monstres qu'on a. On a le Jabberslite. Jabberslide, c'est vraiment triste, mais je pense pas qu'il soit très jouable, malheureusement. C'est 160 points, 10 wounds sur un 4 plus save, fait très peu de dégâts, pratiquement pas de dégâts. Sur du 4 plus, chaque wound qu'on lui fait renvoie une mortelle, donc c'est peut-être 5 mortelles, tu sais, c'est 10 wounds. Et c'est son Aura of Madness qui avant était juste une aura, maintenant c'est un Monstrous Rampage. Et qui a changé aussi. Là. Avant, c'était comme la unit s'attaquait elle-même. Là. Ça pouvait faire beaucoup de dégâts dans certaines conditions. Maintenant, c'est tout simplement on choisit un héros en dedans de 3 pouces. Sur un 1, il ne se passe rien. 2 à 5, on enlève un au save characteristic. Et sur un 6, on enlève 2 au save characteristic. C'est situationnel. Ça vous coûte une Monstrous Rampage. Euh, c'est un monstre qui fait pas de dégâts à part ça. Je veux dire, peut-être vous voulez en jouer un pour débuffer un héros pour vos autres units, mais en même temps, tant qu'à jouer 160 points de Niabler Slide, je vais juste prendre une autre unit qui cogne. Je vais essayer de faire un strike last. Tu sais, c'est dur à justifier, malheureusement, la Niabler Slide. Là. Ouais, je peux imaginer, là. Tu joues beaucoup, beaucoup de monstres. Fait que tu vas déjà utiliser toutes tes Monstrous Actions. Fait que là, tu vas en avoir une pour la Jabberslite, mais comme tu dis, là, c'est un peu situationnel. Il faut qu'elle soit en contact avec un héros parce que c'est juste ça qu'elle va débuffer. Si ça avait été n'importe quelle unité, ça, j'en ai une dans ma liste, c'est correct, mais là, il faut vraiment qu'ils soient en contact. Puis il y a des héros qui n'ont pas besoin. Il y a des armées qui ont juste des héros à 6 points de vie. On s'en fout. Quand tu vas les frapper avec tes Bolgars, tu vas les Ouais, exploser. c'est ça. Fait que, ouais, ok. Bon, on Si, passe. S'il n'est pas en dedans de 3 pouces, ça fait rien. Là. D'un Non, héros, non, maintenant, c'est ça. ça ne sert à rien. Après ça, 160 points qui fait presque aucun dégât en combat. Là, je veux dire, ça meurt, c'est tout. Non. On passe à une unité qui a vu pas mal de tables, puis pas juste en Beast of Chaos, elle a été aussi jouée notamment en Slanesh, en Mhm. allié, beaucoup. La cocatrice, il y avait bon, une habileté infâme, mais est-ce qu'elle est encore aussi désagréable? Ben, désagréable pour l'adversaire, j'entends. Là. Je pense qu'elle va l'être, mais vraiment différemment d'avant. Avant, c'était le classique shooting à 10 pouces sur un 4 plus. Ben, c'est une habileté, c'était pas un shooting, ce qui était très bon. 4 plus, on faisait des 6 mortels. Donc, on avait des listes à 10, 11 cocatrices, puis on était au casino. Là. On voulait rouler des 4 plus, puis faire des gros D6 mortels. Fait que ça pouvait tout faire comme ça pouvait ne rien faire du tout. Là. C'est quand même juste, oui, c'est un monstre, mais c'est quand même juste un monstre à 8 wounds sur un 6 plus save, donc c'est fait de papier. Là. Ça meurt très, très, très facilement. On a buffé son damage un peu. Maintenant, c'est 2 attaques, 3 plus, rien de 2, et 3 attaques, 3 plus, rien de 2. Donc, généralement, moins un drain qui s'installe ici. On a encore l'habilité de doubler les attaques sur une charge, donc peut devenir intéressant, passe à 10 attaques totales. Peut faire quand même un peu de dégâts. C'est son Petrifying Gaze qui a changé. Au lieu d'être à la shooting phase, maintenant, c'est au début de la combat phase. Une unit en dedans de 6 pouces que vous allez targeter. Sur un 4 elle se prend D3 mortels. Par contre, si vous avez réussi à faire ne serait-ce qu'une wound à la unit, eh bien, jusqu'à la fin de cette phase-là, seulement les unmodified hit rolls de 6 pour les attaques avec cette unit-là vont réussir un hit. Euh, c'est un gros debuff. C'est vraiment, vraiment un gros debuff. Quand je parlais tantôt que Base of Chaos n'ont pas de défense vraiment, ils veulent vraiment jouer avec des debuffs pour empêcher l'autre adversaire de faire ce qu'il veut faire. Ça en fait partie. C'est un des meilleurs debuffs qu'on a. Il y a une question de fac ici, là-dedans, là, parce que tu as dit que la même unit ne peut pas être affectée 2 fois par cette habilité-là. Donc, parfait. Mais est-ce que ça veut dire que même si j'ai 2 cocatrices et qu'il y en a une qui a shooté sur la personne et que maintenant j'ai raté mon 4 euh, est-ce que l'autre ne peut pas l'essayer aussi? Parce qu'elle a quand même été affectée. Il y a comme une question là-dedans, là, parce que si on peut essayer avec les 2 cocatrices, ben, jouer 2 cocatrices dans toutes les listes pour comme statistiquement se garantir ça, ça peut devenir assez intéressant. Ouais, ouais, ouais. C'est un debuff qui est horrible, là. Sur une unité qui frappe à 3 plus ou 2 plus, là, elle passe à 6 plus, elle ne fait plus rien, puis en plus, il donne strike class, fait que rien, absolument rien. Vraiment. Pour 105 points, si je ne me trompe pas. Comme je disais, c'est fait de papier. Ça va probablement devenir des targets assez rapidement pour votre ennemi qui va avoir des cocatrices. Mais vous pouvez tout simplement les laisser en réserve aussi. Puis ils vont arriver avec un plus 1 sa charge. Peuvent être assez intéressantes. Puis Within 6 au début de la combat phase, ben, c'est assez gros pour dire que vous avez peut-être chargé quelque chose, mais que c'est une unit en arrière que vous allez targeter pour votre autre unit qui a chargé là-bas. Tu sais, il y a quand même du jeu à
faire avec ça aussi, là, fait que ça peut être intéressant. Là. C'est sur ma liste à tester aussi. Beaucoup d'unités à tester dans, dans ce livre-là. Et puis, Pour, tu pensais aussi, tu mets ça derrière un écran, parce que c'est 6 pouces. Mhm. L'adversaire charge son écran ou tu as ton bloc de Bolgar, quelque chose comme. Et là, en début de phase, c'est un casino. Là, sur 4 plus, tu as chargé, mais tu feras absolument rien parce que tu vas toucher juste sur des 6, donc tu n'as aucune létalité à moins d'être vraiment chanceux. Hi! Mhm. Je trouve que ça devient épeurant de charger un bloc si on sait que la cocatrice est derrière. Fait que, Vraiment. Ça peut être très raide pour des armées de mêlée seulement. Là. Je pense à ah Aaron oui. Giles qui veut te charger dès le début. Ben, deux cocatrices bien placées peut ruiner sa journée assez rapidement. Là. Fait que, Ah ouais, puis c'est le gamble qui prend quand il te charge, là. C'est comme, oh, hey, on mhm. imagine n'importe quelle unité d'Iron Jets, tu frappes sur des. Excuse, mais ton gros monstre sur le chou-fleur, là, il frappe sur un 6 au lieu de frapper normalement, il fera rien. Ça Mhm. change la donne beaucoup. Ouais, c'est Vraiment. vraiment embêtant comme unité. On passe ensuite à la chimère. La chimère, je suis vraiment triste. Mhm. D'après moi, il n'y a pas de raison vraiment de jouer une chimère. Ils lui ont enlevé du rend parce que c'était une unité qui peut se ramasser avec beaucoup de rend quand même. Ils ont enlevé du rend sur certaines attaques. On est encore sur un 4 plus to hit sur tous ces profils de mêlée. Et je rappelle que ce n'est pas un héros, donc ne peut pas se donner à l'autre attaque. Le shooting est rendu à 12 pouces au lieu de 14. C'est seulement D3 mortels au lieu de D6. Et elle a quand même une monstrous action pour se donner plus une attaque sur chacun de ses profils. C'est quand même plus 4 attaques au final, mais ça reste des attaques sur du 4+. Euh, dur à justifier dans une liste. Là. Chimère qui est 185 points. 12 wounds sur un 5 plus save, ça meurt très vite aussi. Euh, je sais pas. Je m'attendais à ce qu'on lui donne quelque chose. Avant, c'était un très bon summon parce qu'elle avait plus 2 sur sa charge, sur son War Scroll. Fait qu'elle arrivait, tu sais, puis elle pouvait faire une charge à 7. On a enlevé ça. Je vois pas d'utilité au niveau d'un gros monstre qui est là pour tapocher. Je pense que j'aime mieux la Gorgon qui va peut-être aller manger des monstres, des modèles avant de se battre. C'est ça. C'est dur à dire pour elle, je pense. Il va falloir que je l'essaye, j'en ai 3, mais je pense pas faire des listes avec 3 chimères, malheureusement. Dans une armée où on est principalement axé sur le corps à corps, dans le fond, ça revient à une question, laquelle de mes unités frappe le mieux ou tank le mieux. Puis après ça, s'il y a des unités comme la cocatrice ou un bois qui ont des habiletés vraiment le fun, là, on peut les justifier, les inclure, mais sinon, il n'y a pas de raison d'inclure une unité qui frappe pas plus fort que d'autres unités qu'on a déjà vues. Donc, Exact. malheureusement, les Exact. tablettes. On a les Tsengar Shaman qui sont encore là. Évidemment, c'est des Beasts of Chaos, mais c'est aussi des unités de Tsinch. On en a parlé un peu dans le review de Zinch qu'on avait fait ensemble. Là. Toutes les unités de Zengar, toutes les unités de Zinch qui sont dans le livre n'ont pas changé. Donc, je pense qu'on peut les passer assez rapidement. Ils sont encore très bons. Skyfarers, probablement que je m'en tiendrai un petit peu plus loin, ne serait-ce parce que pourquoi on les joue en Zinch, c'est parce qu'on peut se garantir nos mortels sur du 6. Mais à part ça, coûte un peu cher pour ce qu'ils font. Euh, la plupart des Zengars sur 10 ont monté en points aussi en Beast of Chaos. Donc, ils sont durs à justifier. Enlighten peuvent faire mal avec le Ren de plus. Mais je regarde beaucoup plus les Zengars là, qui ont beaucoup d'attaques, ont descendu de 5 points, je pense, dans ce livre-là pour être à 170 points pour 20 wounds. Une tralée d'attaque, là, c'est vraiment impressionnant avec le poussin de Rennes. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Non plus le 4 plus Ward, 4 plus Rally, pardon, mais je pense que soudainement, on peut plus facilement les jouer. Au lieu de jouer un gros paquet de 30, par exemple, on peut jouer des missiles, des paquets de 10 qui vont peut-être être en réserve et chargés. Ça peut être assez intéressant. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts aussi. Donc, je les aime encore. Encore très, très jouables. OK. Et la Morgurite ou les Morgurites Chaos Pound, est-ce que c'est une version des Chaos Pound qui est jouable? Ben, je sais pas si c'est jouable au final. C'est dans notre sous-faction qu'on débloque ça, là, dans GameSpawn. On peut prendre un paquet de 3, mais qu'au final, c'est 3 units distincts. Mais ça compte comme nos battle lines, finalement. Là. Au final, c'est 230 points.
pour notre Battleline qui est réglé. C'est des Chaos Spawn qui sont comme plus fiables sur ce qu'ils font. Fait qu'au lieu d'être 3d6 moves, c'est 10 pouces de move. Au lieu d'être 2d6 attaques, c'est 8 attaques. On est comme venu fiabiliser ces affaires-là. Elle a quand même un bon debuff. Là. Dès qu'on est en dedans de 1 pouce, c'est moins 1 aux attaques caractéristiques des weapons qui la target. Oh. Euh, et étonnamment, c'est écrit weapon. C'est pas écrit melee weapon. Ça veut dire que vous pouvez même faire une charge avec ça. Et si la personne fait un Unleash Shell, ben elle a moins 1, par exemple, à son shooting aussi. Fait que ça peut être même un petit peu plus dur de se débarrasser de ces Chaos Spawns-là. Et la unit peut quand même run and charge. Donc, un shooting intéressant, 3+, moins 1, 2, mais c'est D6 attaques. Fait qu'encore une fois, c'est très casino, c'est 8 pouces de range. Euh, je sais pas, parce que mon problème avec ça, c'est que le monde dise ouais, c'est la manière la plus cheap de régler tes battle lines à 230 points. Oui, mais 3 paquets de 10 Ongar, c'est 240 points. Et Fait que on a vu tout ce qu'il pouvait faire. Fait que, c'est 30 modèles, alors que ça, c'est 3 modèles. Tu sais, je me dis en même temps, pour 10 points, les Ongar m'apportent probablement beaucoup. Je sais pas. C'est encore une fois, je me répète, c'est le genre de unit qu'il va falloir que je teste, voir est-ce que ça vaut vraiment la peine de jouer des Morgrettes Chaos Spawn. J'ai 6 Chaos Spawn, je pense, de l'autre côté, je pourrais faire des paquets de 3. Ça pourrait être drôle, mais je sais pas. Je sais pas. Et je ferais juste une précision quand même sur ce que tu as dit, l'Aurora Vinsanity. Dans le fond, il soustrait un aux attaques caractéristiques des melee weapons de l'unité, mais pas nécessairement si l'unité est target. Donc, si tu charges avec une autre unité, l'unité qui est en contact avec les Morgus Chaospan, même si elle essaie de frapper, mettons, tes Ouais, Bolgar, elle a moins une attaque. C'est quand même un debuff solide qui dès que tu es en t'amène. dedans d'un pouce, c'est ça. Puis c'est même pas melee weapon, hein, c'est vraiment Non, tous non, les c'est weapons. weapon. Tous les Fait, weapons. Fait que ça peut être comme une tech piece intéressante, mais ils ont beau avoir fiabilisé beaucoup de choses, ça reste 5 wounds sur un 5+save. Donc ouais, ça ouais, meurt, ça meurt assez facilement aussi. Fait que je sais pas à quel point c'est jouable, c'est viable non Mhm. plus pour ces listes-là. Fait que, puis Ouais, on s'entend, il faut prendre une sous-faction pour les jouer. en plus. Et fait qu'on vient de s'enlever des Cygor en priest, on vient de s'enlever All Herd qui nous ramène des modèles. Tu sais. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup pour recevoir très peu quand on veut Ouais, jouer ça. ouais. Je pense que l'habileté est très bonne, mais pas sur le bon War Scroll pour qu'on puisse la jouer. Exact. Et on a des Chaos Gargants. Qu'est-ce qui se passe? Le Chaos Gargant qui est sorti de nulle part, qui est Ouais. potentiellement le meilleur War Scroll du livre tout d'un coup. Pour 145 points, vous avez un monstre à 12 wounds, 5+save. Son dégât est quand même meilleur que ce qui était aussi. Quand même, 5 attaques, 3+3+, moins 1, 2. On a le headbutt, le mighty kick. Le headbutt qui fait 4 de dégâts quand même. Il peut avoir du REM 3. On a enlevé les mauvaises règles. Là. Les Mhm. règles de quand il faisait une charge, par exemple, sur un double, il tombait, ou ces affaires-là. Là. On n'a pas besoin de ça. On a encore la règle de Timber. Quand il tombe, on roule un dé pour savoir où est-ce qu'il tombe. Peut encore bouffer un modèle, mettre un modèle dans ses culottes en dedans de 3 pouces. Le Whipped into a Frenzy a changé aussi. Maintenant, il faut juste être en dedans de 6 pouces d'un Beast of Chaos Heroes et on ajoute plus 1 aux attaques caractéristiques, ce qui n'est pas mauvais quand on a le Headbutt et le Mighty Kick qui sont une attaque chaque là, parce que c'est une attaque de qualité. Ben, se rajouter une attaque de plus là-dessus, c'est très bon. Mais c'est vraiment pour le Aura of Foulness. Dès qu'on est en dedans de 3 pouces d'un Chaos Gargant, moins 1 au save rolls des enemy units qui sont dans ce range-là. Très bon, c'est comme un pseudo-ren, encore une fois, de plus sur son Wascroll. Et ben, Colin, ça vient aider n'importe quelle autre unit avec lui. Donc, il peut être un power pair avec n'importe quelle autre unit de dégâts. Vraiment intéressant, honnêtement, pour 145 points. Je pense que c'est un des Warscrolls qu'on va voir même en allié dans Mhm. d'autres factions. Et c'est vraiment dommage parce que le modèle est très laid. Euh, Je pensais on avait passé ça, puis que maintenant, on mettait les bonnes règles sur les beaux modèles. Comme on avait pu voir avec le nouveau livre de Slave to Darkness, les maraudeurs sont mauvais comparément à l'autre livre d'avant. Mais non, ça a l'air qu'on a décidé que certains modèles très laids allaient avoir des bonnes règles encore. Fait que je comprends pas. Imagine Non. des étagères pleines chez Games Workshop de Ah, Gargant. Qu'est-ce qu'on fait avec on a inventé une faction juste pour réussir à en vendre, puis on n'en vend pas assez. ils Ouais, vont on les les ressort, vendre. les Chaos Gargant. Ben oui, puis ils vont les vendre même pas à cause de Sons of Behemoth, parce qu'un Chaos Gargant, c'est probablement meilleur qu'un Man Crusher Gargant dans Ouais. Sons of Behemoth.
Fait que c'est quand même très drôle. Mais je m'attends à ce qu'on envoie sur la table. Il va falloir que je me trouve quelque chose parce que j'en ai pas. J'ai des Sons of Baymax, mais j'ai juste des méga gargants parce que je voulais rien savoir des petits bébés comme ça. Fait qu'il va falloir que je me patente de quoi. Peut-être quelque chose d'un peu plus bestial aussi pour que ça fitte un peu plus. Je vais voir à ça, mais c'est sûr que je vais les essayer. Vraiment un War Scroll intéressant. Je les regarde pour même les jouer, peut-être en Nurgle. Leur habilité est juste bonne. Mhm. Ils font leur job juste en ayant chargé. Fait que très cool. Très intéressant. Ouais. Oh, et là, on a les fameuses unités Warband, Warcry et compagnie, là, Underworld et tout. Est-ce que c'est jouable, ça? Grashrak est encore bon. Grashrak était jouable. Il a accès à un bon lore, encore une fois. Son spell est excellent. Détroit mortel sur une unité à 18 pouces et tout ce qui la target a plus un to hit. C'est l'une des rares façons Hmm. qu'on a de donner à tous les monstres que je disais tantôt qui ne peuvent pas se donner un plus un to hit. Grashrak peut les aider beaucoup avec son spell. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Les Grashraks de Spoilers qui vont être encore une fois des bodyguards pour lui. Donc, sur un 4+, ils vont se prendre des wounds. Très intéressant parce qu'ils ont donné plus un wound aux Despoilers. Donc, c'est encore plus de bodyguard pour Grashrak. Et ils servent vraiment juste à ça, là, je veux dire, leur autres règles, leur weapon, Oh, là, on s'en fout un petit peu. Là, ils sont vraiment juste là pour être le bodyguard de Grashrak. A la bonne habilité des Heroic Action, des rituels, finalement, plus 6 pouces aussi aux rituels. Fait qu'honnêtement, Grashrak est encore solide. C'est 180 points, si je ne me trompe pas. Grashrak, ouais, 180 points pour 2 units. Puis ils sont 5. Fait que c'est quand même 10 wounds qui vont protéger Grashrak. Fait que cool. Très, très, très bon encore une fois. Je me vois bien de jouer. et on arrive au Endless Spell et il y en a qui sont solides. Ouais. D'abord, on a le Ravening Dire Flux. Dire Dire... Flock, Dire Flock, ouais, qui a eu probablement le plus beau glow-up. Vraiment solide. Casting de 5, range de 12. Ça bouge de 8. Fait qu'on est déjà à 20 pouces à ce niveau-là. Et après ça, ces deux habilités affectent quelque chose à 6 pouces. Fait qu'on a un 26 pouces de threat range. Premièrement, les modèles, les modèles qui sont en dedans de 6 pouces ne peuvent pas utiliser de rally ou d'Inspiring Presence. Ça C'est n'affecte pas les Bee tellement bon. Focus. Déjà là, très solide. Et en plus de ça, s'il y a un modèle qui issue une commande en dedans de 6 pouces sur un 5 le command point est perdu, mais la commande est faite comme si elle avait été issue. Mais elle ne fonctionne pas. Donc, pour ceux qui ont déjà joué contre Night Hunt avec Lady Olinder, je salue Patty, qui se fait un plaisir à m'enlever des common points à chaque fois qu'on joue. Ben là, c'est clair que je vais jouer les Dire Flock contre Pat pour lui rendre l'appareil, c'est sûr et certain. Mais Dire Flock pour 40 points, 40 points avec un threat range de 26 pouces qui fait tout ça. Oui. 40 points seulement. 40 Parce que points pour ça. on a le Horror Gas qui est joué justement pour cette habileté-là, à éviter, à juste empêcher l'Inspiring Presence. On n'a même pas le bonus en plus de pouvoir enlever les Command Ability. 40 points, moi je m'attends à une hausse éventuellement. Là. Pour l'instant, ça me semble un auto-include ou à peu près. Là. Probablement. Orgas a l'avantage d'enlever des modèles de plus, là, surtout quand on est contre des modèles qui ont beaucoup de wounds, ce qui n'est pas à négliger. Mais je pense que le Dire Flock pour 40 points est vraiment, vraiment solide. Là. Pas de rally en plus, puis peut-être enlever des common points, c'est juste un bonus. Là. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Vraiment hâte de l'essayer. Ensuite, le Doomblast Dargon Horn, je sais pas. Durjorn, Horn. ouais, quelque chose de même, je pense, je sais pas. Euh, il fait à peu près la même chose qu'il faisait, là. Je pense que c'était moyen au Troll auparavant. Maintenant, c'est moyen tout wound à tout ce qui est dans son range. Le range commence à 6 pouces et augmente de 6 pouces à chaque round. Euh, c'est correct, c'est juste que c'est un endless spell qui n'est pas predatory, qui n'est pas prédateur, tu sais, fait qu'il va être déposé à quelque part à 12 pouces puis qu'il va rester là. Fait que le range est petit. Casting de 6 peut facilement se faire dispeller. Et quand on le dispelle, ben, le range reset à 6 pouces. Euh, ou on peut juste s'en éloigner en étant l'ennemi. Fait que j'ai de la misère à justifier un peu là, pour 30 points. Il n'est pas cher, mais j'aime beaucoup mieux les deux autres. J'aime beaucoup mieux les deux autres Endless Spell. Puis on l'a vu tantôt, on n'a pas les meilleurs casters. On a un common trait qui nous fait faire des bons casts. Fait qu'on va vouloir les utiliser sur des spells beaucoup plus qui ont beaucoup plus d'impact sur la partie.
Et on passe d'ailleurs au troisième qui est lui également très bon, là, le taureau, le Wildfire Oui. Taurus. Le Taurus qui n'a pas changé du tout, du tout, du tout, mais qui fait encore super bien la job. Range de 18, tout ce qui est à 1 pouce ou qui passe par-dessus sur un 2 plus, c'est le souffle des trois mortels, parfait. Et en plus de ça, tout ce qui est en dedans de 3 pouces de ce spell-là, en tout temps, on strike last. Donc, une des meilleures habilités qu'on a pour donner un strike last et qui se promène à chaque tour, donc on peut vraiment s'adapter, la remettre un peu plus derrière une unit peut-être qui venait de s'avancer vers nous. On peut vraiment rediriger le end spell où ce qu'on veut. Très solide. Je pense qu'on n'avait pas. Je pense que ça affectait les Beasts of Chaos avant aussi, si je ne me trompe pas, dans son vieux War Scroll. Donc, il fallait faire attention avec ça. Maintenant, on est venu juste dire que ça n'affecte pas les Beasts of Chaos Units. Fait qu'on peut encore plus se garrocher dans le tas avec le Wildfire Taurus. Pour 70 points, moi, personnellement, c'est le premier de spell que je mets dans Ah la oui. liste. Le Dire Flock commence à me faire de l'œil aussi. Si je suis capable de mettre les deux, c'est probablement les deux que je mets dans une liste là, en termes de spell. Moi, le Wildfire Taurus, je me souviens la première fois que je l'ai affronté, puis c'est le genre de War Scroll que. Excuse, peux-tu répéter? Toutes les unités à 3 pouces sont strike là. C'est tellement impactant dans une phase de combat que tu veux être sûr que tu as bien compris le War Scroll. Je Et me rappelle. finalement, oui, vas-y. Excuse-moi, je me rappelle une update. Le Taurus était à 110 points avant, il faisait exactement ce qu'on vient de dire là. Il était joué dans toutes mes listes. Et là, il l'avait descendu de 40 points. C'était comme, parfait, je vais le prendre, ces 40 points-là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Euh, Et on passe avec l'Hearthstone. Tu avais déjà mentionné l'Hearthstone, donc on n'a pas besoin de revenir sur le Wash Scroll. Alors, ben, ça fait le tour, Xavier, du livre. Écoute, est-ce que tu es satisfait de cette nouvelle mouture-là pour des Beasts of Chaos? J'aime beaucoup le livre. C'est un livre, comme j'ai parlé tantôt, qui va vraiment redonner beaucoup à des généraux qui vont savoir s'en servir. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de layers, il y a beaucoup de choses à aller lire, à aller bien comprendre les habiletés, des interactions entre elles. On a beaucoup d'unités avec des habiletés intéressantes, très différentes, beaucoup plus viables qu'avant aussi, généralement parlant. C'est sûr qu'on a toujours des hits et des misses, là. Mais honnêtement, je trouve que c'est un livre qui va être très, très dans le milieu, qui ne sera pas nécessairement évident à jouer, mais je pense qu'on a réussi à avoir vraiment un bon feeling au niveau du tome en tant que tel, là, qui fait très, très vrais enfants du chaos, là. Je pense qu'on est vraiment là. On est vraiment là, fait que c'est parfait comme ça. Ben écoute, j'entendais pendant la revue le nombre de War Scrolls que tu dis ah, ça va falloir que je teste. Puis ça, c'est intéressant. Tu sais, il y a des Battletome, des fois on les lit, on dit ben regarde, tu joues telle unité 3 fois, tu joues celle-là, puis c'est essentiellement la liste, puis après ça, il reste un choix pour un héros, là, il y a celle-là ou celle-là. Là, ici, c'est pas ça, là. Ça vaut-tu la peine de jouer deux calcatrices ou c'est des points de trop? Est-ce que je suis mieux d'aller à chercher des unités qui cognent plus? Et il y a plusieurs unités comme ça qu'on se demande là, hey, je les mets sur la table, Ouais. est-ce que leur habilité vaut le fait qu'ils vont cogner moins fort, mais vont aider le Mhm. reste de l'armée. Fait que c'est ça, j'ai senti que c'est un Battletoad qui est assez complexe. Il va être difficile à prendre en main, je pense. Il va falloir Mhm. beaucoup de testing. On va avoir le plaisir de jouer beaucoup avant d'avoir trouvé la liste avec laquelle on est confortable. Et la question qui tue, t'es vois où dans le méta? Euh, Probablement à l'entour du 50% win rate. Je pense pas que c'est une top tier army. Je pense que c'est trop élite. On est trop fait de papier. Malgré qu'on peut mettre beaucoup de choses en réserve, je pense pas qu'on peut tout mettre notre armée en réserve pour se sauver du shooting. Donc, il y a certaines armées qui vont juste nous dégommer de loin. Ça va faire très mal. Euh, on a beaucoup de debuffs, mais faut falloir savoir les appliquer. Je pense qu'on va vraiment avoir un meilleur match-up contre des armées de combat aussi. Mais n'importe quoi qui résiste à nos charges va être capable de nous tuer après. Fait que on va être une armée de scalpels. C'est un peu la beauté du livre parce que, mis à part quelques War Scrolls qui ne fonctionnent pas du tout, je pense que la plupart des War Scrolls, c'est rendu une question d'ajustement de points. Certains War Scrolls devraient descendre et soudainement, on se ramasserait encore plus avec des options, avec des variétés de choix. Tu sais, oui, on figure out un peu c'est quelles units qui sont les plus efficaces, mais si certaines units, tu sais, je pense juste au Dragon Ogre, je pense juste au Bestigor qui commencerait à descendre un petit peu en points, soudainement, on aurait beaucoup plus de choix à faire à ce niveau-là, beaucoup plus de variétés. Fait que je pense qu'on n'est pas loin de ça. Juste un Battle Scroll, je vois très bien juste un Battle Scroll descendre des points sur certaines unités.
puis soudainement nous rouvrir encore une fois la porte à plein de stratégies. Fait que très hâte de jouer avec ce nouveau tome-là. Très content qu'on soit plus une armée vraiment brisée, autant que ça a été le fun pendant les mois que ça aura duré. Je suis beaucoup plus content qu'on soit dans le milieu du pack, puis ça va être le fun de jouer avec ce livre-là. Totalement d'accord. Moi aussi, je pense que c'est plus le fun quand nos BT sont dans le milieu un peu au-dessus, peut-être, pour ceux qui font de la compétition. Mais le BT brisé, tu sais que tu te fais regarder de travers par tout le monde quand t'amènes ton armée de Beast of Chaos, on te regarde, c'est comme OK, là, tu décides de jouer ça parce que ça tout ce que ça touche. Euh, Écoute, ben, ça fait le tour, Xavier. Un immense merci d'être venu sur la chaîne parler de cette armée des Beasts of Chaos. Pour les gens qui veulent voir ta revue complète, tu l'as fait sur ta chaîne YouTube, le Double Tour, et ceux qui veulent te suivre sur Twitch les mardis soirs, tu as un live où tu interagis d'ailleurs avec le chat de façon régulière. Tu as tes réguliers qui sont là et qui interviennent. C'est assez drôle, en fait, là, ceux qui aiment ça, prendre ça à la légère on, un peu. Je trouve on- un on- bel humour qui on a beaucoup accompagne de ton plaisir, jeu. je pense. On essaye de faire beaucoup de plaisir. Puis si on a des amateurs de ASMR, c'est la place à venir les mardis soirs, clairement. Là. Clairement. Alors, je vais mettre évidemment le lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse te suivre. Alors, encore une fois, merci. Merci à vous aussi, Merci à ceux à toi. la maison qui écoutez la chaîne, qui nous suivez. Si vous voulez l'occasion, un petit pouce en l'air, nous aider un petit peu à nous faire voir, connaître un petit peu plus de la communauté. Et sur ça, j'aimerais juste à vous souhaiter bon wargaming.